Bonjour Mathieu Bellassène. Bonjour, attendez, voilà. Ah voilà, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. La technique est toujours une épreuve pour moi. Je croyais m'en être pas mal sortie. Et là, c'était le réseau qui était contre moi. Mais ça y est, on a trouvé un autre dieu du réseau et ça a l'air de marcher. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, malgré l'emploi du temps si chargé qui fait que vous n'avez pas pu venir à Clermont, ce que bien sûr nous regrettons aussi. On aurait tellement aimé partager ensuite la soirée avec vous, mais c'est déjà beaucoup que vous ayez pu mettre notre conférence à votre programme. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui actuellement vont mal, mais je crois que la psychiatrie est quand même quelque chose de tout particulièrement touché et depuis longtemps. Et donc, tout le travail que vous faites, et j'ai, pour regarde avant de venir ces jours-ci, regarder sur YouTube le travail que vous avez fait, notamment auprès du Conseil constitutionnel et tout ça, montre à quel point Ah vous oui, êtes si la au caméra est vide. travail là-dessus. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît, à ceux qui se branchent petit à petit. Et donc, je crois que ce travail, il est très important que nous le relayions. Il est très important que nous essayions d'en absorber un peu de tout ce que vous faites pour voir en quoi on peut se rendre service les uns les autres pour faire avancer la santé dans cette France qui n'en avait pas une si mauvaise que ça, il n'y a pas enfin si, ça fait longtemps, mais voilà, ça s'aggrave de semaine en semaine, hein. Alors, je sais que, comment dire? On peut prendre le problème par, beaucoup de bouts. Le vôtre reste toujours à la fois, clinique et à la fois politique et je pense que c'est quand même les 2 points les plus importants, qu'il faut considérer et voilà, donc je vais vous donner la parole en vous remerciant encore une fois d'avoir pu nous intégrer dans votre agenda bien chargé et ce sera pour une autre fois, j'espère, de vous avoir avec nous parce que vous voyez, on n'en a pas fini hélas avec ça, je pense, hein. Voilà, je vous donne la parole Mathieu Bellassène. Merci de l'invitation. Oui, et puis bon, en effet, l'agenda ne permettait pas que je puisse me rendre disponible en vrai, mais ça sera pour le prochain coup. Du coup, bon, j'avais intitulé là, le topo, là, alors je ne sais pas combien de temps j'ai à peu près. 1 heure de parole et nous discuterons avec vous encore 1 heure. C'est à Bon, peu bah, près le créneau, donc vous voyez, ça nous donne un petit moment quand bon, même. alors si vous êtes saoulé, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, oui, j'avais intitulé Psychiatrie, laboratoire de la démocratie, avec un point d'interrogation. Alors l'enjeu est le suivant. Déjà, je vais me présenter un petit peu, c'est-à-dire que moi j'ai été praticien hospitalier là, en psychiatrie publique où j'ai travaillé donc à l'hôpital public là, pendant une quinzaine d'années et j'étais responsable d'un service pendant plusieurs années aussi en banlieue parisienne. Donc service, c'est à la fois une unité d'hospitalisation, c'est un secteur, hein, donc un centre médico-psychologique, un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, un hôpital de jour, des départements thérapeutiques, enfin bon, voilà, tout le dispositif dans la cité. Et bon, au départ, je n'avais pas voulu, forcément, être, chef de pôle, mais mon prédécesseur, Thierry Najman, qui a écrit un livre qui s'appelle, Lieu d'asile, qui racontait d'ailleurs l'expérience du service d'ouverture progressive des portes de l'unité d'hospitalisation, est parti et du coup, bon, voilà, le collectif a fait que je me suis, porté volontaire pour assumer cette responsabilité. Mais, l'idée était aussi de comment on peut être dans un lieu qui permet de voir les évolutions ou plutôt les involutions actuelles de la démocratie, avec l'idée sous-jacente qui était, comment, essayer de mettre en place, collectivement des pratiques, de soins, des pratiques cliniques, qui permettent, de penser le monde dans lequel on est, avec les premiers concernés, c'est-à-dire avec les patients, leurs familles, enfin avec le milieu, quoi. Et donc, bon, cette expérience va durer plusieurs années
et va être détruite là, récemment, suite au fait que j'ai sollicité le contrôleur général des lieux de privation de liberté contre mon établissement au moment du Covid, avec une confusion entre le confinement sanitaire et l'isolement psychiatrique. Alors ça, j'y reviendrai dans le deuxième temps de mon intervention. Euh, pour commencer, du coup, je voulais un petit peu une entrée concrète dans le sujet de la psychiatrie. Euh, la psychiatrie est le lieu, on peut dire, de cristallisation à la fois des contraintes, alors plusieurs types de contraintes, hein, les contraintes dans les soins. Alors, en préambule, pour ma part, il n'y a jamais de soins sous contrainte. Ça n'existe pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte à prendre des médicaments, une contrainte à être hospitalisé dans un lieu, mais des soins sous contrainte, en fait, n'existent pas. La contrainte, elle permet progressivement que des soins soient possibles, c'est-à-dire qu'un consentement soit possible. Je crois que ça, c'est un préambule hyper important, puisque on a de plus en plus l'habitude d'entendre que les soins sans consentement seraient des soins. Pour une petite histoire de ça, ça a été entériné dans la loi, l'appellation soins sans consentement, et notamment soins sans consentement en ambulatoire, avec la loi de 1990 qui organisait les hospitalisations libres à la demande d'un tiers et d'office. La contrainte, elle portait sur l'hospitalisation, c'est-à-dire que la personne était obligée de rester dans un lieu qui s'appelait l'hôpital. Rien n'était dit de ce qui se passait dans ce lieu de contrainte. Et les soins, en réalité, démarrent des fois pour certaines personnes qui sont dans des nids, qui sont dans des problématiques existentielles difficiles, à partir d'un lieu contraint, c'est-à-dire là en l'occurrence l'hôpital. Mais dans la loi de 2011 qui a réformé la loi de 90, en fait est apparu ce terme de soins sans consentement. Et en fait, c'est hyper important de voir la terminologie, hein. Il y a une dimension philosophique là, bien entendu, qui est que ça véhicule l'idée qu'on peut soigner sans consentement. Or, les soins dont il était parlé dans cette loi, c'était des injections de neuroleptiques retard, notamment, c'est-à-dire forcer des patients à prendre une piqûre une fois par mois. Et finalement, les soins peuvent se résumer à des médicaments. Alors ça, c'est faux. C'est-à-dire que les médicaments permettent l'entrée en relation, mais ne disent rien de ce qui va se passer vraiment avec la personne. Et mon hypothèse et ma pratique, c'est de dire que la psychiatrie est un soin d'abord et avant tout relationnel. C'est-à-dire que l'ensemble des choses qu'on met en place, c'est pour que la relation se crée, se recrée, se tisse le temps qu'il faut. Et ça ne se fait pas la plupart du temps en 2 secondes ou en 6 mois. Il y a des gens qui ont besoin d'un temps long pour se soigner. Bon. Et alors là, c'est un truc important, cette transformation de la question des soins, puisqu'en fait, les soins sans consentement arrivent à un moment donné de pratiques de pénurie à l'hôpital public. C'est-à-dire que la catastrophe gestionnaire qu'on vit actuellement dans tout l'hôpital en psychiatrie, elle existe depuis une trentaine d'années, hein. Ça a été l'enquête qu'on a fait avec Rachel Knabel et puis avec Lauriane Bellassem dans la révolte de la psychiatrie, qui est que les pratiques de pénurie, par exemple, on ne sait pas, et les équipes qu'on a interviewées ne peuvent pas dire à quand remonte la résurgence des contentions, c'est-à-dire d'attacher des gens à un lit par les 4 membres et par l'abdomen. Ça s'est fait progressivement par épaulements successifs, mais à mesure qu'il y a plusieurs types de pénuries. Il n'y a pas que la pénurie financière. Elle a, bien entendu que la pénurie financière augmente et intensifie ces problématiques, mais il y a la pénurie aussi de moyens psychiques des soignants à accueillir les angoisses psychotiques, parce que finalement, on ne construit plus de sens à ce qui se passe pour la personne. Une personne agitée, c'est d'abord et avant tout une personne qui est angoissée, une personne persécutée, c'est une personne qui a peur. Et donc, il faut apaiser la peur et prendre en compte l'angoisse et essayer de l'intégrer dans une histoire qui est en train de nous faire vivre la personne et qu'on vit avec elle, quoi. Bon, ça, en fait, toute cette logique-là, finalement, disparaît. Et comme il y a un externement arbitraire qui se fait progressivement sous prétexte de déstigmatisation, d'inclusion, etc., il va y avoir une diminution des soins. Et quand je dis des soins, ce n'est pas juste du nombre de lits à l'hôpital, c'est aussi des fermetures de dispositifs ambulatoires, de CMP, etc.
Et en fait, on va faire porter aux patients la pénurie. C'est-à-dire qu'on va leur dire maintenant, comme il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de lit d'hôpital, bah, les soins, c'est vous qui allez vous les porter sur votre dos et vous allez être dans un état de contrainte. Les soins sans consentement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on bascule d'un lieu de contrainte, l'hôpital, à un état de contrainte qui est dans la personne elle-même, c'est-à-dire dans la personne psychiatrisée. Donc c'est une bascule quand même extrêmement importante à voir. Donc moi, voilà, je suis arrivé, on peut dire, à l'hôpital un peu avant ce moment-là, parce que en 2008, avec 39, 38 autres collègues et personnes, on avait créé le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, au moment où Sarkozy faisait ses grands discours amalgamant la criminalité et la dangerosité psychiatrique, quoi. Alors ça fait florès, hein, depuis, on a eu Macron et la loi au psy web, hein, qui, toute personne qui est hospitalisée sous contrainte, ses données sont croisées avec les fichiers S. Donc on appréciera les discours de déstigmatisation du gouvernement et des politiques actuelles qui, dans le même temps, renforcent la ségrégation et la stigmatisation. Bon, euh, je ne fais pas état des derniers développements en date qui se sont passés à Toulouse, de ce qui s'est passé aussi à Marseille, là, avec un monsieur considéré comme un monstre, etc., et où les équipes de soins vont jusqu'à demander de ne pas accueillir les patients. Plutôt que de demander à avoir des moyens dignes pour l'accueillir et avoir des personnes en nombre, eh bien, on se retourne contre les patients. Donc ça, je crois que c'est la ligne éthique là, à tenir actuellement, c'est comment on plaide toujours pour un accueil et que finalement, ce n'est pas aux patients de s'adapter à nous, hein, mais bien l'inverse, c'est à nous de s'adapter aux patients. Et les patients doivent se soigner, mais on doit soigner aussi le milieu dans lequel ils sont. Et quand je dis le milieu, c'est à la fois la famille, les proches, mais c'est aussi le milieu social, politique, que ce soit local ou plus global, national, etc. Bon. En fait, ces pénuries psychiques, euh, on peut dire que la fermeture des esprits, comme on peut les voir en ce moment avec la montée fascistoïde rampante actuelle, eh ben, elle ferme aussi nos têtes. Et donc, les verrous sont plus simples à mettre dans nos têtes et dans la relation entre les personnes en grande difficulté. Bon, donc ça, c'est à peu près le contexte. Et si vous voulez, quand un autre point de définition, là, on peut dire sur le laboratoire de la démocratie. Bon, laboratoire, c'est parce que je suis profondément contre la psychiatrie de laboratoire, qui est en fait une psychiatrie de tube à essai, où on remplace la relation humaine par des dispositifs techniques. Et quels que soient les dispositifs techniques, on a toujours besoin de relations. Et en fait, l'évolution de la psychiatrie sur un mode d'uber-psychiatrie en ce moment, c'est-à-dire c'est plus important de faire du diagnostic, de l'évaluation, de l'orientation que de soigner les gens. C'est-à-dire que maintenant, certes, encore hier, paraît-il, Marion Leboyer de Fondamental, Institut Montaigne, think tank néolibéral, s'il en est, intervenait sur France Inter et pouvait dire que finalement la bipolarité était une maladie comme les autres, sous-entendu que les patients doivent se plier aux règles comme les autres patients. Parce que c'est ça la déstigmatisation qui nous est promue. Ce n'est pas une déstigmatisation qui part de ce que les personnes ont besoin à partir de leur existence, à partir de leurs paroles contrariées, de leurs actes contrariés, voire contraires à la société. C'est-à-dire que moi, je plaide pour une psychiatrie qui s'institue à partir de ce qu'ont besoin les premiers concernés et à partir de ce qu'ils vont nous dire de ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire finalement comment la psychiatrie peut s'instituer à partir d'une pensée, d'une pratique, on peut dire anti-validiste. C'est-à-dire que ce n'est pas aux patients de s'adapter à nos normes, si nos normes sont les normes de la rentabilité, de la compétition généralisée, qui sont des normes déshumanisantes, comme on le voit en ce moment. À ce sujet, je renvoie à un petit ouvrage qui vient de paraître, qui est très éclairant sur cette dimension validiste de la psychiatrie et plus largement de l'accompagnement. C'est une enquête qui a été réalisée sur les ESAT, sur le handicap, j'ai plus le bouquin en tête, c'est de Vivian Thibault, je crois, ou Thibault Vivien, enfin bon, ça vient de paraître, et ça montre à quel point finalement les travailleurs, entre guillemets, handicapés ne sont pas travailleurs, mais en fait ont un statut de sous-prolétariat absolument immonde,
avec plus de droits, quoi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de se syndiquer, n'ont pas le droit du travail ordinaire, et en fait, on va les utiliser pour être des main-d'œuvre bon marché. Bon. Alors ça, si vous voulez, c'est important à penser parce que le laboratoire, pour moi, c'est comment on peut essayer de voir ce qui se passe et de sentir le monde dans lequel on est. Et pour définir la démocratie, alors je m'appuie beaucoup sur Cornelius Castoriadis et sur comment la démocratie, c'est l'auto-institution explicite de la société. Et alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire comment, finalement, on institue nous-mêmes nos propres normes d'existence et de lien euh, au monde, hein, qu'est-ce qui fait société, et que ce n'est ni un parti, ni une église, ni etc., qui institue, c'est-à-dire on n'institue pas de façon hétéronome, mais on institue d'une façon autonome, mais l'autonomie étant vraiment, on fonde nos propres règles, mais avec une condition, et qui me semble absolument importante, notamment dans la pratique psychiatrique quotidienne, c'est qu'on peut discuter toutes les règles, quelles qu'elles soient, toutes les lois, à une condition qui est que jusqu'à temps qu'elles n'ont pas été rediscutées et redécidées collectivement et redélibérées, on doit se plier aux lois démocratiques telles qu'elles sont. Parce que sinon, il n'y a plus d'autolimitation. Alors ça, je crois que c'est un fondement très important pour moi de la question de la démocratie, bon, la délibération collective et puis la limitation, c'est-à-dire qu'on doit forcément se limiter, et ça, dans un collectif de soins, et je vais y revenir concrètement dans les pratiques, ce que ça veut dire, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, moi, je ne vois pas comment on peut fonder une psychiatrie sans penser la question de la démocratie, et sans penser du coup, un des présupposés, à mon sens, de la démocratie, c'est la question des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que moi, je suis pour une psychiatrie radicale de contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'il faut que les psychiatrisés puissent se plaindre et contester d'abord et avant tout leurs soins et les soignants. Et moi, d'abord, c'est se mettre dans une dimension active des soins aussi, de contester, de ne pas être d'accord, de revendiquer. Et il faut que les soignants arrêtent de pathologiser systématiquement tout, entre guillemets, comportement déviant. C'est-à-dire qu'on voit bien que les dernières années, les seules avancées concrètes, réelles qu'il y a eu dans le champ de la psychiatrie, ce ne sont pas les professionnels qui les ont faites, ce sont les psychiatrisés. Et avec le droit, c'est-à-dire les questions prioritaires de constitutionnalité, vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, j'y suis pour rien dans les questions prioritaires de constitutionnalité. C'est le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action en psychiatrie, et le groupe Information Asile, qui ont fait des QPC, qui ont cassé la loi de 90 pour introduire le juge des libertés de la détention par rapport à la privation de liberté d'une hospitalisation sans consentement, qui ont là de nouveau fait des questions prioritaires de constitutionnalité pour dire ce n'est pas normal que les isolements et les contentions en psychiatrie ne soient pas soumises à un contrôle externe à l'institution, à une scène tierce. Et donc là, par la scène du droit, ils ont aussi permis à ce que le juge des libertés de la détention rentre. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a cette scène judiciarisée maintenant qui existe, que forcément les pratiques vont être émancipatrices. Si vous voyez le film 12 jours de Raymond Depardon, eh ben, vous voyez bien qu'on peut se mettre tout à fait d'accord, juge, psychiatre, avocat, pour dire qu'on oui, oui, bon, bah, la personne est malade, l'avocat ne va pas contester les formalités procédurales souvent qui ne sont pas respectées par les établissements et par les psychiatres. Le juge va se faire psychiatre d'un jour et ne va pas tenir son rôle en matière de droit. Et puis le psychiatre va se mettre dans la peau du juge. Enfin bon, on va assister à une confusion comme ça. Ça, c'est dans la plupart, on peut dire, des barreaux et des hôpitaux. Et puis, il y a certains lieux où il y a des avocats qui sont tenaces, il y a des juges qui veulent que les libertés fondamentales soient respectées, etc. Et donc, cette scène-là de contre-pouvoir peut être instituée comme étant des contre-pouvoirs réels dans les pratiques et permettant de limiter les abus et de limiter
les velléités toujours totalitaires de l'institution psychiatrique, de l'institution judiciaire aussi, quand elles y sont, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Voilà, sur la question des contre-pouvoirs. Et bon, donc vous l'entendez, moi, les pratiques qu'on a essayé de mettre en place, alors je vais vous raconter un exemple très concret de ça. Euh, Bon, moi, je me réfère beaucoup à la psychothérapie institutionnelle. C'est un gros mot pour dire quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il faut soigner et prendre en compte le contexte dans lequel émergent les choses et se font les choses. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas le contexte dans lequel vous soignez, dans lequel vous êtes soigné, eh bien, il y a tout lieu de penser que vous allez commettre des erreurs, voire même que vous allez commettre de la pathologie. Vous allez créer de la pathoplastie. Ce mot, c'est un mot de Jean Houry. Pathoplastie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hôpital peut être aliénant. Hein, l'institution asilaire, le système asilaire, c'est quoi? C'est de créer un surplus de pathologie à la pathologie qui existe déjà chez la personne. Alors, un exemple de pathoplastie très simple, c'est le fameux exemple que je prends tout le temps du paquet de cigarettes. Vous avez un patient qui ne va pas bien, mais alors, pour une raison qu'il faudra aussi examiner, on lui a pris son paquet de cigarettes et il va toquer dans le bureau des soignants en disant voilà, j'aurais une cigarette. Et là, on lui répond oui, oui, on arrive. Bon, déjà, on peut remarquer le on. Ce qui est important, c'est que nos dispositifs se fondent sur des jeux et des nous, quoi. C'est-à-dire, on est là en tant que soi-même, que sujet, que collectif, quoi. Il y a du répondant, quoi. Bon, on arrive. La personne revient une deuxième fois, quelques minutes plus tard. Est-ce que je pourrais avoir une cigarette? Oui, 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 on arrive, on arrive, on arrive. Et puis, la scène peut se répéter multiples fois. Et à un moment donné, la personne explose et insulte les gens qui sont là, ou alors se tape la tête contre les murs, ou alors frappe quelqu'un. Et donc là, qu'est-ce qui va être raconté après dans les réunions d'équipe, ou qu'est-ce qui va être fait? C'est on va appeler le médecin de garde ou les soignants présents. Oui, ce patient est intolérant à la frustration, il est sténique, il faut faire quelque chose, il ne supporte pas, etc. C'est-à-dire qu'on va naturaliser une pathologie qu'on a créée. La pathologie qu'on a créée, c'est laquelle? C'est qu'on s'est dédié de notre parole. On a dit j'arrive, on arrive et on n'est jamais arrivé. Et plutôt que de reconnaître qu'on a fait une erreur, mais cette erreur probablement, qu'elle est, et c'est comme ça que moi j'imagine ce que c'est qu'un support de soins, un support psychothérapique généralisé, c'est cette personne à qui on a dit venez, mais enfin on va venir, mais on ne vient pas. C'est la parole qu'on a donnée. Elle a probablement été mise en échec par nous, par notre organisation, mais aussi par quelque chose, des fois, chez le patient, qui réédite quelque chose de son histoire. Et qu'est-ce qu'il va rééditer de son histoire? Que des gens lui ont dit oui, oui, des choses très bien, on va venir, on va faire ça pour toi, et en fait, ils ne les ont jamais fait. Et donc, nous, on va répéter le crime en tant qu'équipe de soins. Et tout notre travail, en fait, de soignant, c'est de créer des scènes pour que quand on répète ce crime, on va pouvoir l'analyser, l'élaborer, et on va pouvoir le redonner au patient en disant, écoutez, on vous a dit qu'on allait arriver, et en fait, personne n'est jamais arrivé, vous êtes énervé, bon, vous n'aviez pas à casser la gueule des gens à côté, etc. Mais en tout cas, là, on a défailli et on doit penser pourquoi on s'est dédié de notre parole. Et là, il y a du soin là-dedans. Parce qu'à partir de là, on ne met pas le patient responsable de tout, et notamment de notre pathologie d'institution. Bon. Alors ça, c'est un élément très important, cette question pour moi de la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'il faut soigner le milieu. Bon. Et donc, il faut soigner aussi soi-même, c'est-à-dire comment soi-même, on crée de la pathologie. Par exemple, alors vous allez pouvoir créer une pathologie aussi naturalisée quand vous employez un certain nombre de mots en psychiatrie. Par exemple, quand vous dites le mot intolérant à la frustration, ça fait porter au patient un rapport avec la frustration, mais peut-être que vous l'avez frustré de manière sadique et que vous n'avez pas mis en question de pourquoi vous l'avez frustré de manière sadique, parce qu'il y a de la jouissance des fois des soignants à frustrer de manière sadique les patients. Et là, ce n'est pas qu'une histoire de pénurie,
c'est une histoire aussi de jouissance collective. Alors, moi, et c'est comme ça que j'organisais la question dans le service avec les collègues, collectivement, c'était de limiter les abus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner une personne prise dans des dimensions existentielles graves. Et moi, souvent, je pense que les dimensions psychotiques, borderline, etc., il y a eu des traumas graves répétés qui se sont produits, et notamment des traumas graves et répétés qui sont produits dans l'ordre de la parole donnée et de la trahison de la parole donnée. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Françoise Davoine qui l'explique bien dans un livre qui s'appelle Trauma et Histoire, la folie des guerres, qu'elle a écrit avec Jean-Max Godillère. Et elle dit au fond, la folie est un microscope du lien social, et ce qui ne peut se dire ne peut se taire. Elle inverse la formule de Wittgenstein. Ce qui ne peut se dire ne peut se taire, c'est-à-dire que les délires des personnes sont là pour explorer et pour mettre à jour des choses qui ont été silenciées, qui ont été tues. Et elle dit en fait ce qui fait traumatisme euh, dans la vie des uns et des autres, c'est pas que l'événement traumatique en lui-même, c'est surtout la trahison des siens. C'est-à-dire, c'est les poilus, elle prend cet exemple, qui reviennent du front, qui ont vécu des choses insupportables, et on leur dit c'est terrible la guerre, et puis on ne veut pas entendre de ce que tu as vécu, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est le milieu qui trahit finalement la confiance, ce que la personne s'était imaginé de ce qu'elle allait pouvoir dire, hein. C'est la même chose qui se passe à l'hôpital public en ce moment. C'est-à-dire que quand vous avez Toto qui dit oui, nous sommes en guerre, c'est les soignants, nous sommes obligés vis-à-vis d'eux, hein, ça c'était la première vague du Covid, etc. Et quand ils continuent les réformes néolibérales contre l'hôpital, quand ils continuent de fermer des lits, quand ils continuent, là, Véran et ses sbires en tête, à rendre l'hôpital public invivable, là, il y a de la trahison des siens. C'est-à-dire quand, et j'ai plein d'exemples de ça, de la répression hospitalière en ce moment, c'est-à-dire que les soignants qui l'ouvrent, ils se font réprimer. C'est-à-dire que c'est plus important pour des directions d'hôpital de virer des soignants, des urgentistes, des médecins, des infirmiers qui l'ouvrent, et plutôt que d'avoir des gens pour soigner les patients. C'est-à-dire que là, ce qui est important pour les tutelles, hein, c'est finalement qu'il y ait l'ordre, mais l'ordre dans le sens euh, un ordre contraint, hein. C'est ça la politique hospitalière en ce moment. Mais ça, je vais y revenir dans le deuxième partie. Mais ça, pour moi, c'est une figure de la trahison des siens. C'est-à-dire que quand vous avez des directions d'hôpitaux, des tutelles, qui plutôt que de vous soutenir se défaussent et vous font porter la pénurie, vous font porter les pratiques dégueulasses, mais le cadre qui va faire ces pratiques dégueulasses, et ben, vous avez de la trahison des siens, et ça peut rendre fou. Ça peut rendre fou. Alors, pour éviter la folie, bah, les gens s'en vont de l'hôpital public, et voilà. Mais les patients, eux, ils ne peuvent pas s'en aller de l'hôpital public quand ils en ont besoin et quand ils n'ont pas les ressources matérielles et psychiques ou un milieu suffisant pour partir. Du coup, ils sont confrontés à cette perversion-là, à cette perversion institutionnelle. Donc, euh, moi, voilà, j'avais écrit un petit article dans Éloge de la psychiatrie de secteur là, avec Pierre Delion et puis d'autres qui est paru aux éditions Dune, où j'expliquais un petit peu ça, c'est-à-dire comment les pathologies institutionnelles provoquent tout un tas de choses. On peut dire qu'il y a des paranoïas institutionnelles, des perversions institutionnelles et tout un tas de choses. Des phobies institutionnelles aussi, où on refuse de rencontrer les gens, hein, c'est-à-dire qu'on préfère être dans son laboratoire à dire ce que c'est que la schizophrénie plutôt que de rencontrer des personnes schizophrènes. Vous avez certainement des exemples dans votre coin à Clermont-Ferrand, fermez la parenthèse. Voilà. Donc, il y a ça. Et du coup, voilà, moi, dans le service, par exemple, immédiatement, et c'était déjà la pratique avant que j'arrive, il y avait des réunions avec les patients au sein de l'unité d'hospitalisation et dans les autres lieux du secteur. Mais alors, les réunions, ce n'est pas parce qu'il y a une réunion soignant-soigné, comme on dit, que c'est bien, parce que ça peut être la bonne parole des soignants pour faire fermer la gueule aux soignés. Et dès que quelqu'un commence à parler et à dire son avis en délirant, on lui dit « Oh, mais vous délirez, monsieur », etc. Mais moi, je pense justement que nos dispositifs de soins, ils doivent se fonder à partir de la parole contrariée. C'est-à-dire, et ça a été une des grandes émergences de quelque chose qui s'appelle le truc,
le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques, qu'on a créé il y a plusieurs années. Alors, je vous renvoie au site internet du truc, où il y a le manifeste du truc. Et le truc, ça a été des collectifs de soins, patients, soignants de plein d'institutions différentes, publiques, privées, associatives, du sanitaire, du médico-social, etc., où on se rencontrait et on parlait chacun de notre observatoire de comment fonctionnait notre lieu, comment fonctionnait notre démocratie actuelle de manière générale. Et voilà, et donc dans ces réunions, on peut avoir accès au compte-rendu du truc en ligne. Et ben, il y a des gens qui ont des paroles délirantes, qui en même temps qui parlent entendent des voix, mais ça fait partie des comptes rendus parce que c'est à partir de ces paroles désajustées aussi qu'on doit ajuster nos dispositifs de prendre la parole. C'est-à-dire que tous nos lieux de soins, d'accompagnement doivent se fonder à partir, pas seulement avec, mais à partir du style d'existence des gens les plus en difficulté, quoi. Et ça, je pense que c'est un postulat antivalidiste, on peut dire, pour instituer les soins. Bon. Alors, quand dans ces réunions soignants-soignés, au fur et à mesure, on parle de l'état de la psychiatrie, parce que pour justement être pas être dans une toute-puissance de oui, on va vous protéger du monde actuel, etc. Il faut parler aux gens parce que c'est des citoyens, les patients, et les patients hospitalisés en crise, ça reste des citoyens. Il faut leur parler de comment c'est l'hôpital public, puisqu'ils sont usagers de cet hôpital public. Il faut leur parler de quelles sont les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester juste, bien entendu, il faut faire du filtre. Il faut voiler un peu les choses et pas montrer la catastrophe et rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Mais par contre, il ne faut pas se défausser aussi de ce que les tutelles voudraient occulter et de ce que la politique actuelle, publique, voudrait occulter. C'est-à-dire une, comment dire ça, une indignité, plus qu'une mauvaise considération, vraiment une indignité dans l'accueil et l'hospitalité qu'on peut réserver aux personnes en grande difficulté et troublées psychiquement. Bon. Et donc, à ces réunions soignants-soignés, à un moment donné, un exemple, on parle de plein de choses et on se marre beaucoup aussi. C'est-à-dire que ça, c'est François Tosquelles qui parlait de la déconiatrie. Là. Il y a eu une expo à Toulouse là, il n'y a pas longtemps là-dessus. La déconiatrie, c'est que c'est hyper important d'avoir ce coefficient d'humour aussi, parce que l'humour, c'est le jeu. Et le jeu, ça travaille le lien à l'autre. C'est-à-dire que et des lieux où il y a de l'humour et pas de l'ironie, hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours là aussi rire avec les gens et pas rire sur eux ou rire contre eux. On rit ensemble, quoi. Et dans ces réunions, bon, il y avait tout un tas de choses très, très, très amusantes qui se passaient et on se marrait vraiment beaucoup. Et ça permettait d'accueillir aussi vraiment le tragique le plus aigu, le plus grave, quoi. C'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir cette qualité-là d'horizontalisation des liens, de transversalité des liens, c'est-à-dire que dans les réunions, je pouvais être le psychiatre, le chef de pôle, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi un citoyen, je suis aussi, etc. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec nos statuts, nos rôles et nos fonctions, comme disait aussi Jean Houry. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à l'horizontalité. J'étais payé par l'hôpital, j'étais psychiatre, j'étais responsable, etc. Donc, bien entendu qu'il y a des différences. Mais pour autant, nos dispositifs doivent essayer d'horizontaliser les liens, c'est-à-dire de créer du jeu, que le psychiatre ne se prenne pas trop pour un psychiatre, que le patient ne se prenne pas trop pour un patient, que le directeur d'hôpital ne se prenne pas trop pour le directeur d'hôpital, etc. etc. Bon. Donc, à un moment de cette réunion, il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est pas possible, les briques de lait, là, il n'y en a pas assez le matin au petit-déj. En plus, les soignants, ils coupent avec de l'eau pour que tout le monde ait un peu de lait, etc. » Bon. Et les gens disent « Bah oui, c'est vrai, on n'a pas reçu la dotation et tout. » Bon. Mais alors pourquoi on n'a pas reçu la dotation? Peut-être c'est nous qui n'avions pas fait les commandes. Bon, mais si on a fait les commandes, peut-être qu'il y a un problème en ce moment au niveau de l'hôpital. Est-ce qu'ils sont en train de faire des économies là-dessus? Alors bon, ne devenons pas parano, essayons de voir, etc. Mais toujours est-il que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de lait le matin, vous pouvez écrire à la commission des usagers de l'hôpital, puisque c'est un des organes normalement qui fait contre-pouvoir. Commission des usagers, là, il y a un patient qui dit « Mais il y a qui comme usager à la commission des usagers ?» On dit « Il y a des responsables, là, c'est une association de famille, une AFAM, qui est à la commission des usagers. » Mais pourquoi il n'y a pas d'usagers vraiment, des patients? C'est une bonne question, pourquoi?
Demandons ça, pourquoi il n'y a pas d'usagers vraiment. Et puis, on faisait dans le cadre du groupe journal qui s'appelait Et tout. Donc, on faisait un journal avec les patients. On avait choisi le nom, d'ailleurs, c'était un patient qui ne parlait pas et qui commençait à parler, on a voté le nom et c'est lui qui disait Et tout au fond de la salle. Et puis, c'est devenu Et tout, le journal, on a voté pour ce nom-là. Dans le cadre d'Et tout, on a créé une association pour vendre le journal et pour que l'argent du journal serve à quelque chose. Et l'objet de l'association, c'était humaniser la psychiatrie et la société. Alors, c'était un peu mégalo, mais toujours est-il qu'on avait fait les statuts à l'hôpital, hein, dans la salle d'accueil de l'unité d'hospitalisation avec les patients, et on avait été les déposer en préfecture. Et du coup, à un moment donné, on en parle au journal de cette affaire-là, et du coup, est décidé d'inviter le président du CRPA, André Bitton, là, dont j'ai parlé précédemment, pour qu'il nous parle des associations agréées d'usagers, parce que le CRPA était une association d'usagers psychiatrisés agréés. Donc, Et tout a adhéré au CRPA, et le CRPA fait la demande à l'hôpital qu'il y ait des usagers réels sur les sièges des usagers de la commission des usagers. Bon, et puis, non, pas besoin, puisqu'il y a déjà des familles, quoi. Donc, c'est des usagers, donc voilà. Donc, il y a eu un contentieux qui a été fait au tribunal administratif par le CRPA, qui était de dire comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'usagers autres que les familles d'usagers. Et donc, ce contentieux, c'est ça qui est intéressant dans les luttes juridiques, d'avoir cette pratique du droit. Mais vous voyez que cette pratique du droit, elle se fonde à partir d'une pratique clinique qui est la pratique de la réunion soignant-soigné, et puis d'une pratique aussi politique, puisque moi j'étais en lien avec le CRPA, avec des histoires de nuits sécuritaires auparavant, de réforme des lois, etc. Bon, et du coup, le tribunal administratif rend 3 ans plus tard son verdict, qui est que dans la démocratie sanitaire actuelle, il n'y a pas de différence au niveau des usagers entre usagers famille ou usagers usagers. Alors ça, c'est intéressant, parce que, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir contester politiquement. C'est-à-dire que la démocratie sanitaire, bon, outre que, comme on peut dire, démocratie sanitaire, c'est une démocratie de chiottes, c'est-à-dire que c'est une démocratie, euh, falsification de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des représentants, mais qui vont représenter qu'eux-mêmes. Et je vais en venir au dévoilement de cette démocratie de chiottes plus tard, puisque cette même commission des usagers et ces mêmes représentants des familles, quand j'ai fait intervenir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ils ont dit on a eu le Covid, on n'avait pas besoin en plus du contrôleur des libertés. Sous-entendu que les patients étaient enfermés, ça allait très bien. On n'avait pas en plus besoin que le contrôleur des libertés vienne dire qu'on n'avait pas enfermé les patients. Donc là, on voit bien que dans une commission des usagers, quand il n'y a que des familles, en plus là des familles, des représentants de familles réactionnaires, eh ben, ça concourt, ça pose de problème à personne d'enfermer les patients. S'il y avait eu des psychiatrisés dans cette commission des usagers, ça n'aurait peut-être pas été la même. Pour la petite histoire, je raconte aussi souvent cette anecdote, ces mêmes représentants des familles peuvent parler de la déstigmatisation en disant il faut déstigmatiser, il faut inclure, etc. Et quand je leur dis mais c'est bien, mais il faudrait que les premiers concernés, les personnes qui ont recours à l'hôpital, qui sont hospitalisées, puissent être dans ces commissions. Là, j'ai le droit à la réponse. Oh, écoutez, des bipolaires passent encore parce qu'ils ont des phases où ils sont plutôt stabilisés, mais quand même des schizophrènes, vous ne voyez pas. Donc voilà, ça, c'est les 2 poids, 2 mesures de la déstigmatisation, c'est-à-dire que cette déstigmatisation falsifiée, elle conduit à un surplus de ségrégation. Bon, alors donc, il y a eu ce contentieux au tribunal administratif, et puis il y a eu cette affaire-là. Mais vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au niveau clinique et au niveau citoyen, les patients, ils ont pu se saisir en effet, c'est quoi les instances représentatives de la démocratie sanitaire, c'est quoi, etc. Non seulement ils en ont entendu parler, mais ce n'est pas juste qu'on les a informés, c'est qu'ils ont été actifs par rapport à ça. Et c'est un petit peu le même geste qui s'est produit avec la radio qu'on faisait dans le service. Euh, on avait, elle existe toujours encore là, depuis que je suis parti. Euh, il y a Alfredo Oliveira qui est psychologue et qui a fondé la radio Colifata à Buenos Aires, qui était la première radio qui a émis depuis un hôpital psychiatrique. Il est venu travailler dans le service
et il a créé la radio sans nom avec le collectif de soins, donc les patients qui étaient là. Elle émet, enfin cette radio émet, hein, il y a aussi un site internet et tout ça. Et lui, le renversement qu'il opère, c'est ça suffit pas de donner le micro aux handicapés ou aux patients. Alors, c'est quoi votre témoignage? Racontez-nous votre vie, comment ça se passe, etc. Non, il faut que les personnes concernées elles-mêmes puissent interroger la société, puissent tendre le micro, puissent être dans une dimension active. Et par exemple, c'est ça qu'avec le groupe journal et la radio, etc., on avait eu toute une correspondance avec les étudiants de la fac de psycho ou les étudiants éducateurs des IRTS, où il y avait des correspondances qui se faisaient. Alors avec le journal, il y avait voilà, des lettres qui étaient envoyées à un TD d'étudiants, et les patients répondaient, etc. Par exemple, ils leur demandaient, mais pourquoi vous voulez être psychologue, vous êtes aussi malade que ça, enfin bon, voilà, avec tout un tas de décognatteries aussi. Et puis, à un moment donné, on a invité les étudiants ont invité les patients à venir en amphi, et puis réciproquement, ils ont été invités au CATTP, les étudiants. Et ça a créé des altérations réciproques. C'est-à-dire que le fait que, par exemple, les patients puissent les interroger sur leur désir de soigner, puissent leur transmettre aussi euh, qu'est-ce qu'on attend de soignants. Ça, c'est vachement important. Et que les étudiants ont pu être vachement touchés de cette rencontre en fait humaine, et que là, c'était pas seulement des patients, c'était des alter ego en fait, et que voilà, et bah, ces altérations réciproques, ce que dans la révolte de la psychiatrie à la fin, là, je nomme les pratiques altératrices, c'est ça, c'est-à-dire que les pratiques altératrices, elles se fondent à la fois sur l'altérité, bien entendu, radicale d'autrui, et que c'est à partir de là qu'on doit instituer nos liens. Elles se fondent aussi sur l'altération, c'est-à-dire que l'altération des liens, c'est comment on peut créer à partir de nos observatoires différents, de nos conflictualités, etc., des, des, des ouvertures, quoi. Et par exemple, l'altération des pratiques, c'est-à-dire une altération entre les pratiques de droit, donc les pratiques juridiques, les pratiques cliniques et les pratiques politiques, parce que moi, je ne conçois pas mon métier de psychiatre sans concevoir une pensée de la société dans laquelle je suis, mais dans comment aussi je peux, avec des collectifs, modifier le milieu dans lequel je suis, c'est-à-dire qu'au niveau très localisé, au niveau de la psychiatrie, enfin voilà, bon, j'ai un certain nombre de pratiques, on peut dire militantes, mais ces pratiques-là, elles s'articulent et elles fondent aussi ma pratique clinique, c'est-à-dire que ça ne me va pas, par exemple, quand je reçois un patient qui vient pour un burn-out, entre guillemets, avant de dire qu'il est dépressif, je vais lui dire d'aller voir l'avocat, d'aller voir le syndicat, et puis qu'on fasse qu'on pense c'est quoi les troubles du management avant de parler de ces troubles d'adaptation à lui. C'est-à-dire que là aussi, si je diagnostique un trouble de l'adaptation, peut-être que je vais répéter le crime de cette société criminelle qui individualise les problématiques politiques et sociales construites. C'est-à-dire, là, les problématiques néolibérales. C'est-à-dire que hein, la définition de la santé mentale dans un rapport de santé mentale en 2009, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Bah, ça, c'est une citation criminelle. S'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Moi, mon rôle, c'est de faire que la personne s'adapte, voire ne s'adapte pas à une situation qui est présentée comme inchangeable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par avance si une situation, il faut qu'elle change ou pas. On ne sait pas par avance si la personne, elle doit s'adapter ou pas. Il y a des fois des personnes qui délirent des choses du monde où il faut absolument entendre ce qu'elle délire et pas dire bah, vous délirez, mon bon monsieur. La plupart du temps, par exemple, vous avez des patients qui vont délirer des choses abominables avec le diable, avec des hallucinations synesthésiques où elles se font violer, etc. Et bien entendu, leur délire met en circulation des agressions réelles qu'elles ont eues dans leur enfance, dans leur histoire, etc., ou dans leur exil. Enfin bon. Et si vous n'analysez pas ce qu'elle vous présente comme étant en lien avec quelque chose, bah, peut-être vous répétez le crime et vous naturalisez comme actuellement là. Ah bah, mon cote, oui, il a un délire comme ci, et puis il a un trouble comme ça, et puis à la fin, bah, c'est toujours la même chose. Hein, plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Donc la personne va avoir 15 cachetons et voilà. Bon. Alors voilà, ça c'est à peu près la psychiatrie que je pense importante. Maintenant, je vais en arriver, il est 19h43, donc je vais aller vite.
sur la deuxième partie, là, sur laboratoire d'involution de la démocratie. Laboratoire d'involution, ce qu'on peut voir, et moi j'ai vécu la question de la répression. Alors je vais parler de cette histoire directement éthique là. C'est-à-dire qu'au moment du Covid, il y a une unité Covid qui s'ouvre d'abord dans un autre hôpital, etc. Et puis elle va revenir dans notre établissement à Moisselles. Et en fait, le cadre. Alors, il faut dire quand même que j'ai fait plusieurs alertes avant de prévenir le contrôleur des libertés. J'ai alerté la direction, etc. Mais c'est resté sans réponse. J'ai alerté aussi mes collègues. Mais tous les mails, bien entendu, étaient restés sans réponse. Par exemple, je demandais des comptes rendus de réunion pendant la crise Covid et en fait, il n'y en a jamais eu. Mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on voyait déjà à quel point les gens voulaient se couvrir par rapport à d'éventuelles plaintes. Ah oui, je fais aussi partie des gens qui ont porté plainte contre Agnès Buzyn avec un collectif de 45 médecins et la plainte a été reçue, du coup, voilà. Mais ça, c'est aussi important parce que il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi, en fait. Et alors, quand dans l'unité Covid, tout patient qui arrive, le temps qu'on lui fasse le test, etc., est enfermé dans sa chambre à clé, systématiquement, quel que soit son mode d'hospitalisation. C'est-à-dire enfermer quelqu'un en hospitalisation libre est illégal. Ça s'appelle de la séquestration. C'est puni, enfin, c'est pénalement répréhensible. Bon. Et c'est grave, c'est beaucoup plus grave que des entre guillemets sorties non autorisées de patients d'un établissement. Du coup, quand toute personne qui arrivait était enfermée et quand la personne avait le malheur d'avoir le Covid, bah là, c'était 14 jours qu'elle était enfermée en chambre, sans recours, sans prescription d'enfermement. Donc, malgré les alertes, personne ne veut rien savoir. Bon, pour dire quand même, l'affaire est au pénal en ce moment. Hein. Moi, j'ai sollicité le procureur de la République au titre de l'article 40, hein, c'est-à-dire toute personne et tout agent public qui a connaissance d'un délit en train de se produire ou d'un crime se doit de le signaler. Donc, j'ai signalé ça au procureur de la République, tout comme j'ai signalé ça au contrôleur des libertés. Mais ce qui a fait le déclic, c'est que un soir, c'était le 7 mai au soir 2020, il y a 2 patients de l'unité d'hospitalisation dont je suis responsable, l'unité d'Asnières, qui ont de la fièvre et donc vont être transférés dans cette unité Covid. Et là, l'ensemble des patients du service, donc du service, pas de l'unité Covid, mais du service d'Asnières, vont être enfermés à clé dans leur chambre simple, chambre double. Tout le monde va être enfermé. Alors, pour la petite histoire, on ne sait pas encore, on sait toujours pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête administrative sur l'enfermement. Par contre, il y aura une enquête administrative sur l'équipe, enfin sur le docteur Bellassène, la CADSUP, le cadre et l'équipe qui a soutenu la saisie du contrôleur des libertés et qui amènera à ce que soit retirée la chefferie de pôle. Là, il y aura une enquête administrative, mais il n'y aura jamais eu d'enquête administrative sur l'enfermement. Et dans la nuit du 7 au 8 mai, il y aurait eu des échanges entre le médecin de garde et l'administratrice de garde, donc le directeur de garde de l'hôpital. Et en fait, décision est prise d'inverser les loquets de confort. Alors, on avait milité dans le service pendant plusieurs années pour que les patients puissent s'enfermer eux-mêmes dans les chambres. C'est-à-dire pour pas qu'ils soient emmerdés la nuit par des gens qui vont, qui viennent, qui essayent de piquer des paquets de cigarettes ou des téléphones ou je ne sais pas quoi. Donc, que l'espace de la chambre dans un hôpital, bah, c'est considéré comme un espace intime pour les patients. Et donc, les patients peuvent s'enfermer pour être tranquilles. Bon. Eh ben, figurez-vous que qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Les serruriers de l'hôpital ont été appelés pour renverser tous les verrous. Et donc, tous les verrous où les gens pouvaient s'enfermer eux-mêmes dans la chambre ont été renversés. Et donc, tous les patients ont été bouclés de l'extérieur par les soignants et sous ordre de on ne sait pas qui, si c'est le directeur, si c'est le médecin de garde, on ne sait pas. Pas eu d'enquête. Le lendemain matin, une jeune psychiatre arrive et on lui dit il faut aller prescrire les enfermements. Et alors elle dit mais c'est hors de question. Mais pourquoi c'est hors de question? On va prévenir l'ARS pour mise en danger de la vie d'autrui si vous ne prescrivez pas les enfermements. Et elle dit non. Donc ce courage-là, il faut quand même le signaler. Et en fait, donc elle va dire vous ouvrez toutes les chambres, c'est hors de question. Donc du service d'Asnières, l'unité Covid continue à être enfermée, etc.
Et puis là, du coup, ben, le lendemain, elle m'appelle en me disant, voilà, il s'est passé ça. Et là, il y avait l'unité Covid avec les gens enfermés 14 jours, etc. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et par ailleurs, comme j'avais sorti le livre, La révolte de la psychiatrie, en mars 2020, mauvaise date pour sortir un livre, et ben, j'avais des échos quand même de ce qui se passait dans un certain nombre d'hôpitaux. Et en fait, la confusion entre confinement sanitaire, c'est-à-dire vous dites à la personne de rester en chambre, mais vous ne fermez pas la porte à clé. Parce que quand quelqu'un a la tuberculose dans un service de médecine infectieuse, personne, ça ne viendrait à l'idée de personne de l'enfermer à clé. En psychiatrie, pas de problème, on enferme à clé, même si la personne est d'accord pour rester dans sa chambre. Bon. Et en plus, on peut enfermer, et c'est là où il y a une confusion entre confinement sanitaire, c'est-à-dire dire à la personne de rester dans sa chambre et ne pas fermer à clé, et l'isolement psychiatrique, parce qu'on a le droit d'enfermer en isolement psychiatrique uniquement pour un motif psychiatrique, c'est-à-dire où la personne, elle a des troubles psychiatriques qui rendent nécessaire qu'elle soit isolée. Voyez. Et donc, il y a eu une confusion, mais une confusion qui a été entretenue. Et moi, j'ai insisté auprès d'Adeline Hazan quand elle est venue à l'hôpital en visite surprise, là, euh, pour faire la distinction dans les mots. Parce que, si vous voulez, au début de la première vague, il y avait une confusion entre isolement sanitaire et isolement psychiatrique. Cette confusion, en fait, elle est, à mon avis, elle vient de la médecine, c'est-à-dire que vous avez les isolements septiques, les isolements gouttelettes, les isolements cutanés, enfin voilà, quand il y a un certain nombre de problèmes infectieux, notamment ou de cancéraux. Euh, et du coup, avoir le même terme d'isolement, bah, ça va créer un flou sur les pratiques. Et ce flou sur les pratiques, dans la psychiatrie, il ne sert jamais les patients en général, et ça va toujours dans le sens de l'enfermement. Donc, insister, et elle le reprend comme ça dans la recommandation en urgence qu'elle va publier au journal officiel en juin 2020, distinction confinement sanitaire, isolement psychiatrique. Bon, et donc je préviens la direction de l'hôpital juste après que j'ai prévenu le contrôleur des libertés que ça suffit bien. Et puis, c'est assez amusant parce que je préviens le procureur de la République. Et c'est assez amusant parce que quelques jours après, arrive une lettre anonyme me dénonçant et dénonçant l'encadrement du service. Alors, je prendrai connaissance de la lettre anonyme que plusieurs semaines plus tard, quand je serai informé qu'il y a une enquête administrative contre moi. On ne m'a pas prévenu qu'il y avait une lettre anonyme. Donc, c'est intéressant, l'hôpital public en ce moment, on peut, à partir de lettres anonymes, diligenter une enquête. Dans cette lettre anonyme, il est dit quoi? Il est dit que je suis accusé d'abus de pouvoir, de maltraitance et de harcèlement. Voilà. Donc, quand même des délits, hein. Et alors, pour légitimer ça, c'est quoi? C'est que, alors, abus de pouvoir, en fait, j'ai aidé les patients à créer un groupe d'entraide mutuelle sans demander l'avis aux soignants. Bon. Par ailleurs, j'ai recruté un éducateur spécialisé sur un poste d'infirmier. Et enfin, pendant la crise Covid, j'ai autorisé et j'ai même plaidé pour que un psychologue et une psychomotricienne fassent des visites à domicile pendant le premier confinement pour ne pas laisser seuls les patients. C'est-à-dire qu'on avait réorganisé le secteur et ce qui comptait, c'était les gens qui avaient le lien aller en visite à domicile. Bon. Voilà, bon, ça, c'est des motifs quand même suffisamment graves de harcèlement, etc. Et puis surtout, avant ça, j'avais quand même rappelé que, en fait, au travail, on travaille. C'est-à-dire que les soignants ne sont pas là pour se faire plaisir sur le dos des patients. Bon. Et notamment, on avait modifié un certain nombre de choses dans les lieux du service, à savoir que maintenant, on allait instituer les activités d'accueil, de groupe, etc., à partir des demandes des patients. C'est-à-dire que c'est les patients qui allaient nous dire ce qu'il fallait pour leurs soins. Bon, alors forcément, ça a créé des rigidités. Bon. Lettre anonyme. Donc, lettre anonyme, la direction de l'hôpital s'est saisie de ça, sans bien entendu m'en parler, pour me faire payer le fait que j'avais fait venir le contrôleur des libertés. Et là, il y a eu une alliance qui s'est faite entre deux syndicats qui sont la CGT et l'UNSA avec la direction de l'hôpital. Sud a quand même dénoncé l'enfermement et a soutenu le travail du service. Mais CGT, UNSA, la direction de l'hôpital et l'UNAFAM locale a soutenu le fait que le problème, c'était en fait le service et c'était notamment les pratiques de portes ouvertes, etc., etc. Et en fait, progressivement,
à la différence de Bourg-en-Bresse, où il y a une recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'établissement n'a pas voulu se remettre en question. Et il n'a pas voulu se remettre en question sur la question de l'enfermement. Et en fait, progressivement, j'étais, si vous voulez, pilote droit des patients pour la qualité dans l'hôpital. Bah, j'ai été blacklisté des groupes, alors que la haute autorité de santé, quand elle venait dans l'hôpital et qu'elle venait dans le service, on avait des recommandations hyper positives en disant bah, c'est bizarre, c'est le seul service ayant les portes ouvertes, alors que les autres services ont les portes fermées et ils reçoivent les mêmes patients les uns les autres. Comment ça se fait? Parce qu'on travaillait le milieu, on travaillait avec les patients et en général, il n'y a pas plus ou moins de fugues quand le service est ouvert et fermé. Par contre, quand le service est ouvert, les gens reviennent plus facilement parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être enfermés. Voilà. Donc, il y avait ces choses-là, blacklistées, et puis une enquête faite à charge, je ne vous raconte pas. Il y a 25 personnes de l'équipe qui étaient dans le collectif de soins et qui soutenaient le travail et qui soutenaient la saisie du CGLPL, qui n'ont pas été entendues par la direction des soins, enfin la direction de l'hôpital, alors qu'ils ont fait des courriers, ils ont demandé, et la directrice a pu dire un jour à une réunion, non, nous n'allons pas vous entendre car ça nuirait à l'objectivité de l'enquête. Bon, dont acte. Alors, à l'heure actuelle, j'ai fait plusieurs recours au tribunal administratif, moi et un certain nombre de collègues. Il y a cette plainte pénale qui est en cours. Euh, et le défenseur des droits aussi s'est saisi du dossier et je suis considéré comme un lanceur d'alerte par rapport à la loi actuelle. Bon. Mais en fait, ce qui est tragique là-dedans, c'est plusieurs choses. Et c'est là où on voit que la parole des patients, finalement, on n'en a rien à foutre. Parce qu'il y a 20 patients qui ont écrit une lettre à la direction de l'hôpital, à Véran, à l'ARS, etc. Ils n'ont jamais eu de réponse. Jamais. Et il racontait en fait comment en fait l'ambiance dans le service elle était améliorée, comment en fait on respectait leurs paroles et comment ils ont pu se soigner vraiment pendant tout ce temps. Et en fait, ça, c'est resté lettre morte, et tant et si bien que maintenant, ils ont peur de se faire hospitaliser, etc., parce qu'ils savent que le règne de l'arbitraire n'est jamais loin. Alors, si vous voulez, et dans le service, par exemple, on n'avait pas recours à la contention. On n'attachait pas les gens et c'était une politique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas attacher les gens. Par contre, on avait tout un tas de pratiques de désescalade, comme on appelle. On avait des chambres d'isolement, par contre. Et moi, je soutiens vraiment une distinction radicale entre la contention, qui n'est jamais un soin, et malgré ce que dit Véran à l'Assemblée nationale, où il ose dire que la contention peut être thérapeutique, c'est jamais, jamais, jamais vrai. C'est pas possible. La contention, ça peut éviter un dommage grave corporel pour la personne, mais c'est une pratique indigne. Enfin, c'est-à-dire que lors de l'Assemblée générale du printemps de la psychiatrie en novembre 2019, il y a eu une scène incroyable où une personne qui avait été attachée à l'hôpital a pu dire devant 300 personnes, voilà, moi j'étais attaché, j'ai perdu ma dignité, en plus elle surinait dessus, elle déféquait dessus, etc., etc. Et elle dit, voilà, on est comme ça, on n'a pas de recours, on est dans une chambre de soins intensifs, mais ce qui est intensif, c'est l'intensité de l'abandon, quoi, parce qu'on ne vient jamais nous voir, on ne nous écoute pas, etc. Et j'ai perdu ma dignité. Et à ce moment-là, il y a une personne qui s'est levée, qui a dit, écoutez, moi je suis infirmier, vous savez, moi j'ai attaché des gens, et à chaque fois que j'attache des gens, je perds ma dignité aussi, parce qu'on ne devrait pas faire ça. À la conclusion des assises citoyennes du soin psychique qui s'est fait là avec le printemps de la psychiatrie et la bourse du travail il y a 3 semaines, il y a une femme qui a raconté, soignante, comment maintenant, dans son service de pédopsychiatrie, on attache les enfants. Voilà. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux, pour paraphraser le ministre. La réalité dans nos hôpitaux, c'est qu'on attache les enfants maintenant. Voilà. Donc, c'est une pratique qu'il faut abolir, la contention, il faut l'abolir. Et moi, j'avais dit à la direction de l'hôpital, mais vous n'avez pas à enfermer les patients en chambre sous prétexte ils vont transmettre le virus. Vous avez l'obligation de mettre des soignants devant chaque porte pour dire à chaque fois que le mec ouvre la porte, reste dans ta chambre. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que ce soit un verrou qui ferme, que ce soit une parole. Et ce n'est pas mon problème. La pénurie orchestrée, on n'a pas à s'adapter à la pénurie, en fait. Et c'est ça que les politiques actuelles veulent naturaliser, essentialiser, c'est qu'on s'adapte aux pénuries. Bon. Du coup, je vous passerai le fait que l'année, donc j'ai été démis de mes fonctions. Alors au motif, quand même, c'est assez rocambolesque.
que les patients… Ah oui, voilà. Il y a une note de synthèse de la direction de l'hôpital en juin 2021 où il est écrit noir sur blanc que je suis responsable de l'épuration des professionnels. Il y a marqué épuration sur le document, que je suis responsable des morts de patients. Alors, sous-entendu, ils se suicident, quoi, hein. Et alors, il y avait des graphiques qui n'avaient ni queue ni tête, et que j'étais responsable des fugues des patients. Alors là aussi, moi, j'ai toujours fait la distinction et je me battais avec la direction de l'hôpital pour dire les fugues en psychiatrie n'existent pas. Il y a des sorties sans autorisation quand les personnes sont hospitalisées sans leur consentement, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas autorisées à sortir et elles sortent, des sorties sans autorisation. Et il y a des sorties non programmées, c'est-à-dire que la plupart des ce qu'ils appelaient fugues, c'était des gens en hospitalisation libre qui partaient. Bah ça, c'est des sorties non programmées. Quand vous êtes à l'hôpital général, que vous avez, je ne sais pas quoi, vous êtes hospitalisé et que vous partez, en fait, c'est une sortie non programmée. Vous avez rompu le contrat de soins, mais c'est un contrat, en fait. Et du coup, voilà, vous avez rompu le contrat, mais ce n'est pas une fugue, hein. C'est une sortie non programmée. Bon. Et alors, donc, je me battais pied à pied. Et alors, j'avais le droit à jouer sur les mots, etc. Mais ce n'est pas un jeu sur les mots, parce que quand vous entendez à Toulouse ce qui s'est passé récemment, où on parle dans les médias d'évasion, c'est-à-dire après la fugue, le niveau d'après, c'est on parle d'évasion. Eh ben, c'est grave. C'est grave parce que qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Et mon avocat, la maître Pamphili, a dénoncé ça auprès du CGLPL aussi. C'est que tous les patients des services de Toulouse ont été bouclés à clé. Pas de problème. C'est-à-dire que ça ne pose de problème à personne de boucler tous les patients qui sont en hospitalisation libre ou sous contrainte. Voilà. Et même les patients en hospitalisation sous contrainte, on n'a pas à les boucler si ce n'est pas proportionné à leur état psychique. Les personnes qui sont hospitalisées, même par le préfet, même qui ont fait des choses graves, etc., si leur état psychique est stabilisé et qu'elles sont aptes à sortir dans le parc de l'hôpital, etc., on n'a pas à dire bah, la personne hospitalisée sous contrainte, donc elle va dans une unité fermée. Et ça, c'est une hérésie, et c'est l'hérésie de la psychiatrie telle qu'elle s'organise actuellement. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de penser les conditions d'accueil, de soins et de gradation dans les soins et dans la liberté qu'on donne aux patients, on va procéduraliser les choses. C'est-à-dire qu'on va créer des unités ouvertes pour les personnes en hospitalisation libre, des unités fermées pour les personnes en hospitalisation sous contrainte. Ben, c'est une hérésie, parce que même les personnes en hospitalisation sous contrainte, elles peuvent circuler plus ou moins librement. Et c'est la même chose, si vous voulez, que quand des personnes sont hospitalisées en psychiatrie, qu'elles sont mises en pyjama d'emblée, qu'elles sont mises, on leur retire leur téléphone portable, on leur retire leurs affaires, etc. C'est pas normal. Normalement, la liberté est la règle et la contrainte ou la limitation de la liberté, l'exception. Or, les soignants, les directions d'hôpital, etc., soignent surtout leur confort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on soutient la liberté des patients, bah oui, on est dans un inconfort. C'est-à-dire que oui, il faut mesurer tout ce qu'on fait. Il faut peser le pour et le contre, la balance bénéfice-risque, etc. Et ça nous met la non-automaticité du protocole, bah, ça nous met dans un embarras à penser. Et bien entendu, quand maintenant en psychiatrie, vous avez de l'intérim médical, maintenant vous avez des médecins mercenaires qui viennent 600 € la journée payés par l'hôpital et qui font des missions un jour par-ci, un jour par-là, donc il n'y a pas de continuité. Donc forcément, c'est mieux d'avoir des pratiques comme ça, automatiques, protocolisées. Bon. Alors, il va falloir que je m'arrête dans pas longtemps. Juste, je terminerai pour dire que quand même, les pratiques actuelles de la psychiatrie, maintenant, de manière hégémonique, c'est des pratiques en fait plus de psychiatrie, mais de cérébrologie. C'est-à-dire que, à force d'entendre, comme le Boyer hier, oui, la maladie mentale est une maladie comme les autres, on déspécifie, par exemple, la question de la liberté en psychiatrie. Ben non, ce n'est pas une maladie comme les autres. La preuve, on enferme les patients pas comme les autres. Du coup, comment on pense ça? Eh ben, en fait, cet impensé-là, on va essayer de le camoufler. La meilleure preuve de ça, c'est que les assises macronistes là, qui sont passées en septembre avec Fondamental, l'Institut Montaigne en tête et tout un tas d'autres lobbies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas parlé de la réforme de l'isolement contention alors que le gouvernement s'est tapé 2 questions prioritaires de constitutionnalité et s'est fait ramasser 2 fois par le Conseil constitutionnel, une troisième fois au moment de la loi sur le pass sanitaire, quand même, hein.
Ils n'ont pas parlé donc ça, de l'isolement contention. Il ne fallait pas parler du réel forcément, puisque c'est une maladie comme les autres, donc on ne parle pas de la réalité. Ensuite, ils n'ont pas parlé de la réforme de l'irresponsabilité pénale. Aujourd'hui, dans notre pays, on a cédé sur un acquis des Lumières, c'est-à-dire ce qui permettait aux, entre guillemets, fous d'éviter l'échafaud au moment de la Révolution française. C'est-à-dire qu'un citoyen peut être jugé s'il a pleinement et entièrement conscience de ses actes en tant que citoyen, quoi, s'il a sa raison. On est revenu sur ce principe fondamental, l'air de rien, ça n'a pas été discuté, et ça a donné la loi réformant l'irresponsabilité pénale. Pas discuté pendant les assises de la soi-disant santé mentale. Troisième chose qui n'a pas été discutée, c'est les cordons de la bourse. Il y a eu une réforme du financement de la psychiatrie qui s'applique depuis le 1er janvier 2022. Cette réforme du financement n'a pas été discutée. Or, elle va organiser des pratiques de court terme qui ne soignent plus. Maintenant, il est plus intéressant de faire des centres experts, comme vous avez dans votre coin, de faire du diagnostic, de l'évaluation et de l'orientation que du soin. C'est-à-dire qu'on préfère dire, allez vers, on vous oriente vers telle structure qui n'existe pas ou vers tel professionnel libéral qui n'existe pas parce que la France est un désert médical maintenant. Voilà, c'est plus important de faire ça que de faire du soin. Bon, en conclusion très, très rapide, moi, je pense que voilà, c'est l'affaire que je vous ai racontée, elle témoigne aussi du fait que ces pratiques-là, les pratiques telles qu'on a essayé de les tenir et qui ont marché, qui ont redonné tout un tas de confiance dans les personnes et dans leur citoyenneté, quoi, et dans leur possibilité d'accéder aux droits et d'accéder à la santé, ces pratiques-là, elles peuvent se faire. Mais elles nécessitent, je pense, de ne pas céder sur des lignes éthiques. Et la répression, là, dont on a été vraiment le catalyseur, je pense qu'il a la mesure aussi du fait que de partir de la parole des premiers concernés, ça fait absolument peur. Mais c'est radicalement efficace aussi pour modifier le lien entre les gens et pour modifier, sur une petite mesure, ce que c'est que la démocratie. C'est-à-dire qu'instituer de la démocratie directe comme ça, dans les soins et à partir des marges, c'est-à-dire des personnes qu'on relègue tout le temps, ça permet, je pense, d'ouvrir un autre imaginaire. Et là, c'est un petit peu les mots de Castoriadis, quoi. C'est-à-dire l'institution imaginaire de la société. Notre lutte là, actuelle et à venir, elle est sur l'imaginaire, c'est-à-dire comment essayer de sortir des verrous qu'on a progressivement dans la tête ou des murs qu'on a dans la tête. Bon. Et en conclusion, je voudrais vraiment, s'il est possible de mettre un lien là, par rapport, je ne sais pas faire là, avec Zoom, mais l'atelier de démocratie et puis l'atelier enfance des assises citoyennes du soin psychique, là, on fait 2 communiqués. Je pense qu'ils sont vraiment hyper importants à lire et à prendre connaissance. Par exemple, l'atelier démocratie, il y avait des psychiatrisés qui ont dit, voilà, nous, on en a marre que notre parole ne soit pas valable, on en a marre qu'on on ne soit jamais vraiment prise en compte, quoi. Et puis, il y a tout un tas de propositions qui sont faites dans ce communiqué. Et je pense que voilà, la psychiatrie qu'on a à reconstruire et qu'on a à construire d'une nouvelle façon, elle doit s'appuyer là-dessus. Et je pense que ça a été les émergences radicalement nouvelles des 10 dernières années, c'est-à-dire des collectifs de soins qui se parlent et qui circulent. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. C'était tellement, tellement dense que je laisse un petit peu le temps aux personnes de se ressaisir et de vous poser les questions qu'ils vont souhaiter vous poser, en particulier ceux qui sont concernés davantage par cette spécialité, mais d'une manière générale, tout citoyen est concerné. Et moi, je voulais vous demander plus particulièrement, enfin, à partir du moment où une personne effectivement est considérée comme psychiatrique, est-ce que il y a des lois, parce que vous voyez, moi, je ne suis pas de ce domaine-là, mais est-ce qu'il y a des lois qui sont là pour le défendre? C'est-à-dire qu'il y a un minimum de lois
qui sont là pour le défendre et qu'on serait en train un peu, c'est un peu ce que vous dites, mais pas avec, je voudrais des précisions, pas avec, j'allais dire, la possibilité, par exemple, de les transgresser, même au prix de la pénurie, parce qu'on comprend bien qu'avec la pénurie, on fait ce qu'on peut, etc., mais que c'est bizarre, d'un service à l'autre, on ne fait pas du tout la même chose. Donc, est-ce qu'il y a quand même un encadrement légal qui est actuellement dépassé, qui est débordé, qui n'est pas, enfin, dont on ne tient pas compte? Ah, si vous voulez, la situation de la justice, c'est la même chose que la situation de la psychiatrie. C'est-à-dire que, heu, pour bien faire son boulot, il faudrait plus de moyens et cetera. Mais je discutais là aux assises citoyennes, là, on a fait une table ronde avec Sarah Massoud qui est secrétaire du syndicat de la magistrature, qui elle travaille à Bobigny. Elle me racontait en détail comment ça se passe, dans sa juridiction, quoi. C'est-à-dire, bah, c'est les pénuries à tous les étages et cetera. Alors pour vous répondre sur la question des lois, heu, la protection des personnes, psychiatrisées, vulnérables et cetera, l'encadrement, par exemple, lors d'une hospitalisation, c'est ça s'est fait par les psychiatrisés eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas fait des questions prioritaires de constitutionnalité ces 15 dernières années, il n'y aurait pas l'encadrement possible qui, à l'heure actuelle, est systématique. C'est-à-dire que le juge des libertés de la détention intervienne systématiquement, au départ, les soignants, ils n'étaient pas pour, parce qu'ils se disaient, mais comment le juge, qu'est-ce qu'il va avoir son mot à dire? C'est pas un clinicien, il comprend rien, etc. Moi, quand les patients étaient hospitalisés sous contrainte, je faisais les certificats et que parfois, et un certain nombre de fois, c'est moi-même qui les avais hospitalisés sans leur consentement. Je leur disais, écoutez, vous allez voir le juge des libertés parce qu'il est là pour voir si je vous interne pas de manière abusive. Bon, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut que vous vous soigniez, mais ça se trouve, je fais un abus, puis le juge, il est là pour être sûr que, et dans les formes, et peut-être sur le fond, s'il a des éléments de fond, de pouvoir dire que votre hospitalisation est ou pas fondée, quoi. Bon, et moi, en tant que clinicien, je pense 6 à ça. Bon. Donc, ce contrôle systématique, c'est par les QPC des psychiatrisés. Donc, si vous voulez, là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Ils ont passé, par rapport à l'isolement contention et l'intervention systématique du JLD, ils ont passé une loi dans la loi sur le pass vaccinal, qu'ils ont dû remodeler, ils ont dû dire la loi du pass vaccinal et modifiant un article du Code de la santé publique, c'est-à-dire cet article-là sur la loi isolement contention, pour mettre le contrôle systématique du juge. C'est très bien qu'il y ait le contrôle systématique du juge. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a eu aucun débat sur comment se passer des mesures de contention et d'isolement, ou comment les limiter vraiment. En fait, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des procédures pour que ces pratiques-là se continuent. Et d'ailleurs, Véran l'a dit il n'y a pas longtemps, que oui, oui, non, on n'allait pas remettre en compte, en cause la question de la contention et de l'isolement. En fait, ça aurait été ça la principale chose à faire. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un certain nombre de lieux qui ne peuvent pas se passer de ça. Moi, je ne pouvais pas me passer des chambres d'isolement dans le service, c'est clair, hein. Euh, mais à chaque fois que la chambre d'isolement était libre, ah, on était content, ça nous faisait du bien. On se disait, ah bah là, il n'y a personne, on respire. Bon, donc on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on a des pratiques qu'on ne peut pas penser comment faire sans ces pratiques-là. C'est-à-dire là aussi, il faut ouvrir nos imaginaires. Quand les soignants disent on ne peut pas faire sans, c'est faux. On peut faire sans à un certain nombre de conditions. Parlons des conditions. Qu'il y ait plus de monde dans les équipes, qu'il y ait plus de gens formés, et puis que la société soit moins ségrégante et excluante vis-à-vis des personnes avec des troubles psychiques. Bon, bah, ça permettra d'améliorer la condition des personnes quand elles sont hospitalisées aussi. Bon. Et puis, par exemple, un exemple très, très bête, une personne qui arrive, qui est angoissée, avec des angoisses délirantes aux urgences, elle arrive, elle n'est pas bien, elle va attendre 4 heures, 5 heures, 6 heures. Qu'est-ce qui va se passer? L'angoisse va se transformer en crise. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire attacher, elle va se faire sédater. Quand le psychiatre de garde va l'adresser à l'hôpital, oui, ben, on a un patient, bon, il est là, il est arrivé, mais il était agité, il a été contentionné, là, sédaté, je vous l'envoie. Qu'est-ce qui va se passer? Le mec va arriver, il va être mis en chambre d'isolement, voire attaché. Voilà. Et on a créé de la pathoplastie, là. Mais qu'est-ce qui a créé de la pathoplastie? C'est pas que les soignants des urgences ou les urgences, c'est que les urgences, on attend 5 heures, que malgré la mobilisation du collectif Interurgence depuis des années, bah,
Rien. Maintenant, on fait même payer 20 € les patients qui viennent aux urgences, etc. Enfin, bah, c'est des politiques criminelles. Alors, l'encadrement légal, quand vous avez des politiques criminelles sur le soin et sur la justice, parce que les politiques de justice actuellement, c'est des politiques criminelles, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un article que vous avez dans le Figaro qui est daté de lundi d'il y a 10 jours, qui est, oui, qui se félicite des nouvelles coopérations entre les renseignements généraux, les nouveaux renseignements généraux, et les psys et les directions des hôpitaux. Parce que oui, il faut prévenir la radicalisation. Alors, vous savez quand même depuis 2019, donc je vous l'ai dit, il y a le croisement des fichiers au PsyWeb, donc les personnes hospitalisées sous contrainte, et les fichiers S. Ça pose de problème à personne, ça, le fait qu'on stigmatise encore une fois de plus et qu'on va mettre du pognon là où il y a du sécuritaire. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus facile d'avoir du fric si vous voulez reconstruire des unités pour malades difficiles, des unités spécialement aménagées pour faire des soins psychiatriques en prison, que de mettre du fric sur des dispositifs de prévention et de soins réels. Donc, vous avez le fric pour l'évaluation, diagnostic, orientation, c'est-à-dire la garde de triage, et puis vous avez le fric pour le dépotoir, prison, la rue, l'exclusion, le suicide. Voilà, c'est ça la psychiatrie actuelle. Donc l'encadrement légal, si vous voulez, quand que la contention, elles sont encadrées par le JLD, c'est très bien. Sauf que le JLD, alors les avocats, qui sont tous commis d'office, ils vont même pas rencontrer les patients la plupart du temps parce qu'ils vont avoir 20 dossiers. Analyser un dossier, et ils n'auront pas le temps. Donc, le fait de ne pas avoir le temps, ils vont se pointer chez le juge, qui lui-même n'a pas le temps, parce qu'il doit voir les 50 patients hospitalisés de l'hôpital à son audience. Le greffier n'a pas le temps non plus. Bah, on va reconduire automatiquement. Et puis, ça posera de problème à personne. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire à cette situation qui nous est présentée comme inchangeable, pour reprendre les mots de la définition de la santé mentale. Oui. Moi, j'ai été quand même très choquée de la confusion, là, isolement sanitaire et isolement psychiatrique. Frédéric Gémont va nous dire un mot là sur ce que vous avez dit aussi. Oui, Ah, voilà. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Je vais venir là, tu veux venir, Frédéric, à ma place, parce qu'il te voit comme ça. Non, 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 mais elle va venir à ma place. Parce que quand vous parlez directement, oui, bon, bonsoir Mathieu, donc je suis Frédéric Gémont, juriste, magistrat, voilà, donc c'est vrai que ton cas m'a beaucoup intéressée. Et justement, il m'a beaucoup intéressée parce que, comme tu l'as dit, il a été, enfin, tu as utilisé le droit, tu dis comme moyen de lutte. Et je crois que c'est essentiel et que cet élément juridique n'est pas assez connu. Mais c'est un levier très, très intéressant et pour cause, avec les QPC, donc ce sont les questions prioritaires de constitutionnalité qui permettent de remettre en cause les lois en les faisant déclarer inconstitutionnelles donc devant le Conseil constitutionnel. Et c'est vraiment un recours important et intéressant. Et là, vous avez quand même gagné. Vous êtes arrivé à redonner au JLD un rôle important sur le contrôle des mesures d'isolement et de contention, ce qui n'était pas gagné parce que, alors là, vraiment clairement, le gouvernement a eu une réflexion, un raisonnement. Alors là, on arrive vraiment dans l'absurde et je dirais dans le diabolique, en disant que comme il n'y avait pas suffisamment de juges et donc de juges de liberté de la détention, on n'allait pas faire contrôler ces mesures de contention et d'isolement parce qu'on ne pourrait pas. Donc, vous voyez où on en est. On n'a pas suffisamment de juges, donc on va continuer des atteintes à la liberté individuelle. Alors que dans la Constitution, il y a l'article 66 qui prévoit que l'autorité judiciaire est vraiment l'autorité de contrôle des atteintes aux libertés individuelles. Donc, heureusement que vous êtes intervenu
heureusement qu'il y a eu cette succession de questions prioritaires de constitutionnalité, parce que malgré tout, ça y est, ça va quand même permettre un encadrement de ces mesures d'isolement et de contention qui, encadrement, s'il avait existé, aurait quand même permis de dénoncer ces abus et d'en faire ordonner la main levée par le JLD. Donc, c'est quand même bien. Alors, bien sûr, après, le JLD, c'est vrai qu'il contrôle la régularité plutôt formelle. Mais ensuite, c'est vraiment à l'institution hospitalière de se saisir de ça, parce que c'est vous qui allez donner du corps et de la matière à ce contrôle en fonction de la rédaction que vous allez faire des certificats, en fonction de l'évaluation du patient, en fonction de la recommandation que vous allez faire pour le juge de voir ou pas le patient, ou alors de traiter ça simplement par écrit. Donc, je crois vraiment que vous avez un rôle important et tout comme d'ailleurs l'évolution de l'hospitalisation sans consentement et du rôle du GLD a quand même permis de faire évoluer les choses. Malgré, c'est vrai, une apparence de contrôle simplement formel, je crois qu'il a quand même permis aux médecins psychiatres de remettre un peu en cause leur pratique par le risque de cette sanction et de ce contrôle du JLD. Donc, je crois qu'il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de JLD. Là, par exemple, on en a un qui est absent, donc qui est remplacé. Il va y avoir des permanences de week-end. Enfin, pour nous, ça va être vraiment très, très difficile à organiser. Mais maintenant, il faut réussir à organiser une passerelle entre ce que vous êtes arrivé à obtenir et donc le décret d'application qui est intervenu et le travail, le contenu un petit peu du contrôle du GLD. Mais vraiment, je dis bravo d'avoir utilisé ce levier du droit parce que c'est quand même un peu, je dirais, tout ce qui nous reste. Maintenant, c'est vrai que j'ai été étonnée de la passivité de vos confrères psychiatres qui n'ont pas résisté et qui ont de même finalement initié, parce que les isolements et les contentions, le Code de la santé publique prévoit que c'est quand même sur avis d'un psychiatre, qui ont donc démissionné. Et pour répondre à la question de Marie-Elisabeth, si, il y a un encadrement légal très, très précis dans le Code de la santé publique et malheureusement un encadrement qui n'est pas assez connu. Et il y a également le Code de déontologie. Donc, en fait, vous aviez tous les leviers du droit qui étaient intéressants. Vous aviez à la fois le droit administratif, vous aviez le droit pénal, vous avez maintenant ces deux protections que constituent quand même l'autorisation de signalement, et plutôt l'obligation de signalement qui est prévue par l'article 40 du Code des procédures pénales, et vous avez le statut du lanceur d'alerte qui est en train d'être amélioré, notamment par transposition d'une directive européenne. Et puis, vous avez également, mais je crois que vous ne l'avez pas utilisé, donc le droit disciplinaire qui peut-être peut être également mobilisé. Et puis, ce que vous avez fait, c'est-à-dire l'appel et le signalement au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc, c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que c'est une lutte sans fin, c'est-à-dire qui demande un investissement énorme parce que le droit est complexe, parce que les procédures sont complexes et parce que vous l'avez vu, la résistance de l'administration est énorme. Voilà. Enfin, bravo pour, je dirais, pour ces mesures, pour cet affront, mais ça ne fait que commencer. Parce que maintenant que le JLD va mettre son nez là-dedans, il va falloir continuer. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que
la vie est une lutte sans fin aussi, hein. Donc tant mieux. Mais en fait, de manière concrète, avec la désertion de l'hôpital public, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? Donc, je vous ai dit, il y a les médecins mercenaires. C'est-à-dire que vous avez des médecins qui ne connaissent pas les patients, qui sont là d'ailleurs pour rédiger du certificat. Alors, de plus en plus, vous avez l'apparition de copier-coller. Les certificats d'un patient à l'autre, c'est la même chose, on remplace juste le nom, ou on met des formules abscons. C'est-à-dire que si ces documents-là ne se fondent pas dans la relation réelle avec les patients le temps qu'il faut, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de contraindre quelqu'un dans la relation que de le contraindre de manière lointaine et distante. Par exemple, ce n'était pas la même chose quand une personne que je recevais au CMP n'allait pas bien, etc., etc. Puis je lui dis, là, écoutez, ça suffit. Maintenant, vous allez à l'hôpital et c'est pas possible, je peux pas vous laisser comme ça. Le fait que je lui dise ça et que je m'inquiète pour elle, voire même que je le contraigne, ça m'engage subjectivement aussi. C'est-à-dire que, et après on pourra en reparler. Bah, j'ai fait ça à ce moment-là parce que, etc., etc. Mais en fait, c'est ça qui est destitué actuellement. C'est une relation humaine, le temps qu'il faut. Et en fait, les certificats peuvent être des choses où on raconte une histoire aussi, qui permettent en effet aux juges de comprendre, etc. Mais pour ça, il faut du temps, il faut aussi un partage dans la langue. Alors par exemple, un point que je n'avais pas abordé, mais c'est votre consoeur, la Sarah Massoud, là, qui ne savait pas ça. Euh, dans les mots, dans les certificats, alors bon, la première chose, la plupart des certificats, les psychiatres mettent les diagnostics. C'est interdit, hein. Alors, rien qu'en vice de forme, normalement, les avocats devraient faire sauter ça et même attaquer les psychiatres pour dire vous avez mis psychotique, machin, c'est un diagnostic et les certificats, il ne doit pas y avoir de diagnostic. Bon. Euh, la plupart du temps, dans les certificats, vous avez marqué le patient présente une anosognosie. Vous vous rappelez, au tout début de la conférence, là, je vous disais, il y a une bascule du terme de soins avec les soins sans consentement. Bah, au moment où était discutée dans la loi en 2011 la question de la réforme de la loi, est apparu ce terme d'anosognosie. Et c'est pas rien, parce qu'en fait, la nosognosie, c'est un mot qui vient de la neurologie, c'est-à-dire c'est une non-reconnaissance de son trouble. Et c'est assimilé à une lésion neurologique. Eh ben, les psychiatres ont commencé à l'employer plutôt que d'employer le terme déni. Le déni étant dans un imaginaire finalement processuel, c'est-à-dire que quelque chose, on est dans le déni, mais ça va pouvoir se travailler, etc. La nosognosie, l'imaginaire, c'est un imaginaire déficitaire. On est agnosique un jour, anosognosique toujours. Bon, eh ben, vous remarquerez après, dans les certificats, de plus en plus, les médecins marquent anosognosie. Et ça traduit ce que je disais sur les soins, c'est-à-dire cette bascule où en fait on ne soigne plus, et la bascule cérébrologique aussi, où finalement, comme on pense que les gens peuvent se résumer à leur comportement, à leur cerveau et que sais-je, eh ben, on en arrive à une langue qui entérine des pratiques comme ça. Et les pratiques procédurales qu'on voit en psychiatrie, euh, c'est-à-dire où on respecte les protocoles et points barres, ou les pratiques procédurales vis-à-vis de la justice, elles témoignent aussi de cette désertion d'une psychiatrie qui pense ce qu'elle fait, quoi. Vraiment, quand vous entendez Marion Leboyer hier qui dit sur France Inter là, comment la bipolarité, c'est héréditaire, oui, oui, les deux parents, machin, etc., c'est faire fi de la question de l'existence. En fait, les problèmes psychiatriques, ce sont des problèmes de l'existence. Il peut y avoir des vulnérabilités psychiques, sociales, cérébrales, ce que vous voulez, mais il n'empêche que c'est d'abord et avant tout des affaires humaines. Et donc, il faut les traiter de manière humaine. Et donc, pour les traiter de manière humaine, il faut les traiter avec des humains. Et les écrans, les applications, etc., ne remplaceront pas les humains. Or, le slogan actuel, c'est des écrans plutôt que des gens. Donc, et c'est un petit peu ça que dans les pratiques on voit, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus derrière l'ordinateur et de moins en moins avec les patients. Vous voyez. Bon, alors, et du coup, les psychiatres, là, ils gueulent ah oui, ça va nous faire encore plus de paperasse, etc. Le juge des libertés, appeler les personnes de confiance, la famille quand les personnes sont en isolement contention. C'est clair, et c'est clair que dans l'exercice quotidien, c'est hyper infernal. Et du coup, la question de fond,
c'est pour avoir plus de temps, il ne faut pas avoir recours à ces pratiques, mais pour ne pas avoir recours à ces pratiques, comment il faut faire, etc., etc., etc. Et il ne faut pas occulter la transformation d'un système dans un sens émancipateur, parce que il faut lutter dans ce sens-là. Et juste, petite enfin, parenthèse, on va dire, c'est pas moi qui fais les QPC, hein, vraiment j'insiste, c'est le CRPA et le GIA, Maître Maillet du barreau de Versailles. Voilà, faut leur rendre hommage à eux parce que moi je soutiens, mais j'y étais pas, quoi. Voilà. Oui. Maintenant, il va falloir il y a plusieurs leviers. Là, il va falloir soit organiser des formations, des rencontres avec les JLD pour leur expliquer ce que c'est. Bon, mais ça, il y aura du boulot. Parce que vous savez qu'un JLD, bon, il y a deux types de JLD, hein. Le JLD qui travaille plutôt au pénal et le JLD quand même spécialisé sur ces affaires de soins sans consentement et donc maintenant de contention et d'isolement. Donc, je pense qu'il va avoir une fibre. Il va avoir une fibre, ça va être un JLD qui va finalement se spécialiser en matière psychiatrique. Donc, je pense que c'est peut-être l'occasion de lui apporter plus d'éléments. Ça peut être également l'occasion, justement, de l'habituer à des certificats, à faire la distinction entre des certificats bien faits Mmh, et des certificats mal faits, parce que ça, il va vite faire la différence. Et il y en a qui y seront sensibles. Donc voilà, je crois que ça peut être quelque chose à saisir, mais alors avec des avocats spécialisés, c'est sûr, plutôt que des avocats qui ne connaîtront pas, ça n'ira pas bien loin. Mais voilà, maintenant que vous avez commencé, ben, vous allez continuer. La lutte n'est pas finie, mais il va falloir vous battre, mais comme c'est sur tous les fronts, ça va pas être évident. Et comme on sait très bien qu'en matière de psychiatrie, les patients sont quand même très isolés, très vulnérables et sont même pas toujours aidés par leurs proches, qui sont plutôt satisfaits de les avoir encadrés, isolés et sûrs qu'ils ne sortiront pas. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Alors, pas tout le temps, parce qu'à Bourg-en-Bresse, là, le CGLPL a été saisi par une famille, parce que l'hôpital s'était transformé en un truc asilaire, concentrationnaire grave. Et c'est une famille qui a saisi. Alors, vous avez, tout existe dans le monde, que ce soit chez les soignants, les familles, les patients, etc. C'est-à-dire que vous avez le pire comme vous avez le meilleur, quoi. En ce qui me concerne, là, par rapport à la question de la lutte, moi, la lutte dans l'hôpital public, pour le moment, je suis en disponibilité de mon poste de praticien hospitalier parce que l'hôpital voulait ma peau. Donc, et tous les psychiatres du service sont partis parce que on a eu des représailles très fortes, mais il n'y a pas que les psychiatres, il y a eu énormément de psychologues, enfin de soignants, et tant et si bien quand même que notre service d'hospitalisation a fermé pendant 2 mois cet été parce qu'il n'y avait plus personne. Et donc, quand même, j'ai été destitué parce qu'il fallait que les patients soient protégés, hein. Donc, ils n'avaient plus de lieu d'hospitalisation. Bon. Du coup, moi, ma lutte, là, elle se fait aussi à partir d'un bord frontière à l'hôpital public. C'est-à-dire que, vous voyez, la concrétude de l'isolement contention actuellement, là, je ne l'ai pas puisque je suis plus à l'hôpital. Je travaille dans un bureau d'aide psychologique universitaire et puis dans un externat médico-pédagogique là, pour les enfants, dans l'associatif, quoi. Mais bon, mais j'attends de mon point de vue là, que l'affaire judiciaire et au tribunal administratif soit résolue avec la direction de mon hôpital pour réinvestir, si possible, le public et tout faire, en tout cas, en attendant pour que le public soit vivable pour les gens qui continuent de s'y soigner et d'y travailler, quoi. Ce sera encore un long chemin. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est peut-être une contention chimique, du coup, qui prenne le relais d'une contention physique. Oui, oui. Ouais. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas rester seule. On a Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je Brousse, je suis psychiatre, professeur de psychiatrie et d'addictologie au CHU de Clermont-Ferrand. Donc, je vous remercie pour votre propos. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. J'ai des accords profonds et des divergences fondamentales avec ce que vous venez de dire.
Donc, c'est assez compliqué, en fait. Je ne sais pas si je vais arriver à l'exprimer clairement. L'accord profond, c'est qu'on ne peut que saluer la dimension éthique dans laquelle vous vous positionnez, dans la protection du patient. Et j'y adhère complètement. Et je pense que depuis que je travaille dans l'hôpital, ça fait plus de 30 ans, j'ai toujours essayé d'œuvrer dans ce sens-là. D'ailleurs, mon sujet de thèse de psychiatrie, c'était la question de l'hospitalisation contrainte et du soin contraint chez les patients souffrant de pathologies addictives. Donc, c'est une question fondamentale, éthique, qui a toujours été, pour moi, fondamentale dans l'exercice de la pratique. Par ailleurs, j'ai été responsable des urgences psychiatriques, donc la question de l'isolement et de la contention pendant 10 ans, c'est une question qui a été aussi également profondément, on va dire, enracinée dans ma pratique. Et alors, c'est assez singulier, puisque l'exemple du patient psychotique qui frappe à la porte, qui demande le paquet de cigarettes, c'était, j'ai fait des formations pendant des années, c'était l'exemple typique que je prenais pour montrer la maltraitance de l'équipe envers le patient dans cette dimension d'objectivation, enfin, d'objectisation du patient, et qui allait, moi j'allais jusqu'au truc, le patient s'énervait, le tutoiement, on te demande de frapper à la porte avant d'entrer, enfin toutes ces choses-là qu'on a vécues et qui faisaient qu'on doit améliorer la pratique des soignants. De ce point de vue-là, je rejoins le travail qu'on a à faire dans la formation des équipes, dans la formation évidemment des collègues, et fondamentalement dans le respect du patient et dans la nécessité, alors beaucoup d'autres l'ont dit avant nous, la façon dont la psychiatrie peut enfermer, dans la façon dont la psychiatrie peut être légitimée pour cet enfermement et aussi cette réduction du patient et la réduction de ses droits. Et moi, dans ma pratique, alors en addictologie encore plus, la question de la réduction des risques, la question de l'accompagnement des précaires, la question de l'accès aux droits fondamentaux, c'est pour moi, c'est vraiment un aspect d'enracinement de ma pratique. Sur l'aspect des contentions et des libertés et de la loi, fondamentalement, ce qu'on doit rappeler aux psychiatres, mais je serais plus nuancé que ça, sur le fait que, évidemment, certains vont dire ça nous fait de la paperasse, ainsi de suite, mais fondamentalement, ça, et c'est incontournable, c'est une amélioration du droit du patient, et c'est une amélioration de la pratique, et c'est une reconnaissance des droits fondamentaux des patients, et c'est important, et j'ai salué, moi, depuis, j'ai participé à différentes commissions sur la révision de la loi de 90, pour la loi de 2011, l'introduction du juge dans ma thèse, je l'avais écrit, l'enfermement ne doit pas être une décision médicale, c'est pas à nous de décider ça. Donc ça, c'est évidemment à saluer. Alors, la limite de tout ça, c'est évidemment que je crois, et là encore, je vous rejoins, c'est que il y a deux aspects. Et vous l'avez dit dans votre propos, il y a deux aspects, c'est que on peut travailler sur la réduction de l'isolement et la réduction de la contention, parce que l'accompagnement, parce qu'il y a des unités qui font des travaux là-dessus, il y a des études qui sont faites là-dessus, il y a des financements de projets sur ces équipes. Évidemment, ça suppose le renforcement d'équipes paramédicales, sur la réduction de la contention, la réduction de l'isolement par des équipes paramédicales formées au dialogue avec le patient, à l'accompagnement. Bon, Grivois l'avait montré, lors de notamment la réduction de l'état de crise aux urgences. C'est des travaux extrêmement importants sur l'accompagnement de l'état psychotique inaugural. Je pense que vraiment, c'est la capacité qu'on aura à produire de l'accompagnement humain. Et là aussi, encore une fois, je vous rejoins. Après, la question, c'est que je pense que les psychiatres sont la plupart dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas levés contre la loi, puisqu'ils ont, après, sur les questions, je pense que le décret, comment la loi devait être mise en place, je pense que ça leur passe à 4000, parce qu'ils sont pris dans la procédure administrative et ils se disent, faut décrire comment on fait, à quelle heure on revient, et que c'est compliqué, et que peut-être la surcharge de travail, parce qu'il y a les patients, il faut revenir, on a de moins en moins de psychiatres à l'hôpital, vous l'avez dit, on leur fait reprendre des astreintes et on les fait revenir à 2 heures du matin pour voir un patient, pour décider de maintenir une contention ou pas. C'est très bien, c'est très, très important. Le problème, c'est que les gens ils vont préférer aller s'installer en libéral et pas être réveillés à 2 heures du matin, et qu'on a une problématique fondamentale, le respect du droit. Comment on l'accompagne du point de vue de la présence humaine, de la présence et du fonctionnement de l'hôpital. Et ça, je ne sais pas comment on peut le régler. Ça, moi, je ne sais pas la solution, mais c'est une vraie
une vraie problématique. Et je pense que les psychiatres, alors je ne pense pas qu'il y ait un risque de la sédation chimique auprès de il faut aussi, et ça, on va venir au désaccord fondamental, et je pense que c'est un point de désaccord fondamental, je vais y venir, mais avant, je vais encore dire autre chose sur l'accord sur les aspects sur lesquels j'étais d'accord avec vous, sur le respect du droit des patients. Il y avait un autre aspect, je n'ai pas noté, je suis désolé, en ce qui concerne l'isolement et la contention. Donc, vous l'avez dit, il y avait je suis désolé, je l'ai oublié, un autre point qui me semblait très important dans votre propos. Alors, la divergence fondamentale, c'est que moi, je pense qu'il faut des centres experts. Je pense que le centre expert n'enlève pas l'humanité du soin, ni l'éthique du soin. Moi, je plaide pour des centres experts en pathologie duelle. Là où je vous rejoins, c'est que l'hôpital doit produire également du soin. Ça, c'est une évidence. Je pense que les pathologies mentales sont des pathologies cérébrales, ça, je le pense. Donc ça, c'est un désaccord que j'ai avec vous, mais je le pense dans un contexte de rapport sociétal. Je pense que le risque je pense que ce sont des pathologies mentales, donc des pathologies pour lesquelles on doit avoir recours à la contention chimique, parce que ce sont des pathologies mentales, et que la contention chimique s'inscrit justement dans la pathologie mentale, et que considérer que les pathologies mentales sont des pathologies comme les autres, je pense que ce n'est pas un déni du droit de l'individu, c'est au contraire un déni, c'est au contraire la reconnaissance de la possibilité d'une maladie chez l'individu. Mais il ne faut pas dénier, évidemment, les droits fondamentaux des patients, quels qu'ils soient en endocrino, en diabéto, en psychiatrie. Moi, tous les patients, pour moi, ont les mêmes droits et les droits fondamentaux. Et une pathologie mentale, évidemment, doit s'aborder du côté de la capacité qu'a l'individu à faire. Il ne se réduit pas à sa pathologie mentale. Je pense que les pathologies mentales ne sont pas que des pathologies cérébrales, on est bien d'accord. Elles arrivent dans des environnements sociaux, de nature diverse et variée. Et ça, c'est ce que je pense. Mais après, on peut discuter sur la façon dont la notion d'accompagnement et de soins est très importante vis-à-vis de ces patients. C'est évident. Le dialogue qu'on a avec eux, l'accompagnement qu'on a avec eux, et aussi également la réponse médicamenteuse, qui est une réponse. Et là, c'est incontestable, en tout cas en ce qui me concerne, de ce que je pense, dans le trouble bipolaire, dans la schizophrénie, les traitements médicamenteux, les aspects chimiques permettent, dans la contention chimique, par exemple, alors ça, ce n'est pas un joli terme, parce que je pense que ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est quand un patient est délirant et qu'il est hétéroagressif ou auto-agressif, je pense que dans un état délirant, je pense que le traitement, pour éviter justement la contention, c'est le traitement chimique qui peut améliorer le patient dans cette logique d'accompagnement. Mais évidemment, cette logique d'accompagnement ne doit pas être que médicamenteuse. Il faut accompagner le patient, il faut des équipes paramédicales, il faut des accompagnants psychothérapiques, c'est pas que faire une injection et laisser les gens dans leur coin. On est bien d'accord avec ça. Donc, c'est peut-être finalement, et l'aspect du déni, moi, j'ai longtemps utilisé le terme de déni. Et en fait, je l'ai abandonné parce que je pense que le déni, par contre, c'est une façon voilà. Le déni, c'est un déni du droit. Parler de déni, c'est un déni de ce qu'est l'individu, à mon avis. Et ça, c'est ce que ça me regarde moi. Et je n'utilise plus ce terme-là. Et dans les addictions, c'est un terme qui a longtemps été utilisé, le déni. Le déni de l'alcoolique, je trouve que quand on parle du déni de l'alcoolique, je pense que c'est un déni à la personne c'est un déni de sa souffrance quand on parle de ça, pour moi. Mais après, voilà. Donc, il y a des points d'accord. Je nuancerai par mon point de vue, évidemment, mais chacun a le sien. Et ça permet d'alimenter le débat, bien évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup. Reste parce que je vais peut-être vous demander à tous les deux, justement, autant dans l'urgence, je voulais vous demander, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, et j'imagine un terme de garde qui débute et tout ça, dans l'urgence d'une crise, etc. Et on peut imaginer qu'effectivement, pour le calmer, après, et en l'entourant de tout respect, de tout l'accompagnement qu'il faut, on puisse imaginer qu'il faille recourir à la autre. Mais je me posais la question, moi, ensuite, de ne pas chercher à avoir un diagnostic plus approfondi avant d'enchaîner des traitements longs ou plus symptomatiques qu'avec un diagnostic. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que tout de suite, on continue à penser que c'est important d'avoir un diagnostic, aussi long soit-il à acquérir, ou si on pense que en traitant symptomatiquement, ça suffit. Voilà. Donc, les deux.
je me permets de répondre avant vous, excusez-moi. Donc, Mathieu, peut-être, n'aura pas la même. Je vous appelle Mathieu, vous pouvez m'appeler Georges. Moi, personnellement, j'ai fait ma thèse d'université sur la schizophrénie et les seuls papiers sur cette maladie-là qui sont, on va dire, qui montrent ce qu'est le pronostic de cette maladie. C'est une maladie déficitaire, c'est une maladie où les gens perdent la capacité d'avoir une interaction sociale. Enfin, après, on peut. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Les seuls papiers qui montrent l'amélioration du pronostic, c'est la prise en charge précoce de la maladie. Plus on attend, moi j'ai trop vu dans des services de psychiatrie où on attendait à poser des diagnostics, on n'en posait pas, les patients sortaient, ils revenaient, ils repassaient par des périodes d'isolement, ils repassaient parce qu'on tardait trop à mettre en place des approches diagnostiques et des approches thérapeutiques. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter tout le monde tout de suite. Et donc, il faut être capable de traiter au mieux et donc d'approcher au mieux la souffrance psychique et l'approche diagnostique, donc se donner les moyens d'évaluer. C'est complexe. Et moi qui suis dans le champ des pathologies addictives, les pathologies mentales associées sont très fréquentes, mais on a un retard de 20 ans de diagnostic de troubles bipolaires parce que très souvent, on voit que les patients passent dans différents centres et que le diagnostic n'est pas porté. Il n'est pas porté à l'aune du fait que c'est lié aux consommations de substances et qu'on retarde le diagnostic. Et moi, j'ai des patients qui ont des parcours d'HP, d'hospitalisation psychiatrique, parce que le diagnostic n'a pas été posé et parce qu'on n'a pas mis en place de traitement. Sur la prise en charge en urgence, oui, c'est vrai, on peut mettre en place des traitements, mais je l'ai dit, il y a eu deux choses qui ont montré qu'on pouvait accompagner le patient avec des équipes paramédicales dans le lieu de l'urgence pour faire redescendre l'état psychotique associé à ça, un traitement médicamenteux. Moi, c'est plutôt mon point de vue. Après, je pense que moi, mon approche, c'est de mettre en place précocement des traitements médicamenteux. Précocement, ça ne veut pas dire on va traiter tout le monde tout de suite, hein, encore une fois, hein, je suis bien prudent vis-à-vis de ça. Je pense que, mais c'est comme dans l'évolution de la médecine, quelle qu'elle soit, c'est l'amélioration de l'arsenal thérapeutique et l'amélioration de l'arsenal de la connaissance et de l'accompagnement des gens. Et la psychiatrie, pour moi, c'est ça. Mais je voudrais peut-être dire, moi, j'ai de plus en plus de patients qui ont le diagnostic précoce et qui n'ont plus du tout de soins. Parce que vous disiez, j'ai pas la solution. Moi, je l'ai la solution. La solution, elle est politique, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est comment on investit vraiment massivement dans la question des soins. Quoi qu'on croit comme hypothèse de base, que ce soit le cerveau, etc. Moi, ce que je vois comme problème, c'est que la politique actuelle des soins psychiatriques est une politique d'abandon. Et que finalement, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, ils ont transformé les CMPP en plateforme de diagnostic et d'évaluation parce que diagnostic précoce, autisme et compagnie. Bon, très bien. Sauf que 1000 familles sur le carreau, plus soignées. Les patients maintenant hospitalisés, enfin les patients psychiatriques adultes, ils vont au centre expert. Qu'est-ce que dit le centre expert? Ils sortent avec la grande ordonnance de il faut ceci, il faut cela, il faut tel traitement, il faut machin. Ils arrivent sur le CMP, ah bah il n'y a plus de médecin, il n'y a plus d'infirmier, il n'y a plus personne, d'ailleurs le CMP a fermé. Enfin, il faut arrêter avec ce détournement de l'argent public qui est, on détourne l'argent des soins vers, entre guillemets, la recherche avec des promesses qui, ça nous fait un peu rire quand même. La recherche, dites-moi exactement quelles ont été les avancées majeures dans le champ de la psychiatrie qui ont révolutionné la prise en charge quotidienne des personnes sur le temps long. Vous me direz, les médicaments, je ne vois pas de grandes nouveautés depuis l'arrivée des neuroleptiques, etc. Par contre, ce qui a transformé la prise en charge des patients, c'est un accompagnement quotidien dans la durée avec des gens qui le connaissent. Et ça, c'est quand même bizarre qu'il y ait une pulvérisation de la psychiatrie de proximité, la psychiatrie de secteur, mais pas juste le secteur psychiatrique sanitaire, c'est-à-dire la psychiatrie dans la cité, la psychiatrie du circuit court, c'est-à-dire que les gens sont soignés là où les choses arrivent. Ça a été quand même la grande avancée et trouvaille qui d'ailleurs est issue d'une guerre, hein, c'est-à-dire et de la guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale, là, cette histoire de psychiatrie de secteur. Ça a été complètement dézingué pour des approches en trouble. Comme on catégorise les patients, après les patients, moi on entend de plus en plus qu'il y a des schizophrénies et des dépressions résistantes et des choses comme ça. Je pense que les diagnostics qui sont portés notamment par les psychiatres sont d'abord et avant tout les diagnostics des psychiatres.
oui, les dépressions résistantes, c'est des dépressions qui résistent au psychiatre. Et c'est la résistance du psychiatre et des soins, etc. C'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment adaptés aux personnes. Et plutôt que de nous adapter au maximum aux personnes, on renverse ça et c'est les personnes qui sont résistantes aux soins, etc. Bien entendu, des personnes difficiles qui se soignent difficilement, il y en a toujours eu. Mais on a une propension actuelle à virer les gens des soins. C'est-à-dire que moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une captation. Vous avez employé 15 fois le mot fondamental là, en me répondant, ça m'a fait marrer. Il y a une captation quand même du fric de soins publics pour la recherche. Alors, si on parle de fondamental, c'est de la recherche où il y a en effet 55 centres experts, ils ont 17 professionnels embauchés par la Fondation. Bon, alors, donc ça fonctionne avec l'argent public, du coup, ça fonctionne avec les soignants de l'hôpital public, du coup, les centres experts. Et à quoi servent ces centres experts? Les gens, quand ils vont dans les centres experts, ils signent une charte comme quoi ils sont d'accord que leurs données soient prises, leurs données d'IRM, leurs données sanguines, etc. Et pour la création d'applications. Meilleure histoire de cette affaire-là, c'est le passeport bipolaire. Il y a eu dans le journal officiel de septembre 2019 une expérimentation qui a été mise en place pour les bipolaires, qui est des filières de soins, etc. Qu'est-ce qui est recommandé dans le journal officiel, hein? Happy Neurone, un truc privé quoi, de vente d'applications pour le suivi des personnes bipolaires. C'est-à-dire qu'on va proposer encore plus d'écrans, d'ailleurs, qui sont privés, hein, parce que toutes ces applications, ça coûte du fric. Donc, les gens doivent les payer. La Sécu va payer des applications privées plutôt que de mettre le paquet sur des humains. Et c'est ça, moi, qui me pose problème fondamentalement, parce que, comme vous l'avez dit, la schizophrénie, les personnes schizophrènes, elles ont besoin de liens humains. Elles se désagrègent dans leurs relations humaines. Si on ne soigne pas le lien humain, je ne vois pas ce qu'on fout là. Alors, ça peut être avec les médicaments. Alors, on va être très clair. Des médicaments, j'en prescris, ça ne me pose aucun souci. La question, c'est que la psychiatrie devrait commencer là où elle s'arrête maintenant. Maintenant, la psychiatrie s'arrête à la prescription de traitement. En fait, la psychiatrie, elle devrait commencer une fois qu'on a mis un traitement, etc., et puis qu'on peut rentrer en relation, c'est là que ça commence les soins. Et les médicaments, ça permet les soins. Tout comme pour moi, l'isolement, une personne qui est en isolement parce que le lien à l'autre est trop compliqué, c'est ce qui va permettre de reprise progressivement dans le contact. Bon, la contention, non. Et puis bon, par ailleurs, sur tout ce que vous disiez là, sur votre travail initial, que ce soit aux urgences, et bon, bah, oui, on est en accord évidemment sur le constat. Mais je pense le problème des psychiatres, notamment, c'est quand même une dépolitisation majeure qui est de ne pas voir et de ne rien faire sur la pénurie qui est articulée au plus haut sommet de l'État. Enfin, je veux dire, les assises qui se terminent par des consultations chez le psychologue, 8 séances remboursées, et encore, il faut voir les créneaux, sans investir des postes de psychologues dans les CMP, dans les dispositifs déjà existants, etc., c'est de la foutaise. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a une foutaise politique qu'il faut dénoncer, et il faudrait en effet que les soignants, mais pas que, se lèvent pour que les gens vraiment troublés psychiquement gravement puissent être mieux considérés, mieux soignés dans ce pays. Si les patients experts aussi, tous les deux, quel est votre avis sur les patients experts? Et puis, une fois qu'il n'y a pas de questions, on s'arrêtera là, il n'y en a vraiment pas. Les patients experts en psychiatrie, qu'est-ce que ça peut être dans la pénurie ou pas? Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même bénéfique? Bah, si vous voulez, moi je trouve que ça a été quand même la grande découverte des clubs thérapeutiques. C'est-à-dire que les patients peuvent se soutenir mutuellement. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait des milieux hétérogènes parce qu'une personne schizo peut beaucoup soutenir une personne dépressive et vice-versa. C'est-à-dire que, donc ça a été comment les personnes qui sont, entre guillemets, pairs, là, peuvent se soutenir. Le problème, c'est celui que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie, donc on va trouver des gens moins chers qu'on va former rapidement pour faire face à cette pénurie qu'on a organisée politiquement. C'est la même chose par rapport aux infirmières de pratique avancée. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des infirmiers qui développent des compétences spécifiques en psychiatrie, etc. Super. Sauf que c'est présenté comment? C'est présenté, il y a une pénurie médicale, il y a de moins en moins de médecins qui veulent bosser dans le public, donc on va avoir recours aux IPA. Ça suffit de prendre des, entre guillemets, bonnes idées
pour d'abord faire des économies, c'est-à-dire qu'une IPA, ça coûte moins cher qu'un psychiatre, un père aidant, ça coûte moins cher. Voilà, une famille, ah oui, les familles maintenant, ce sont des aidants familiaux. Bah oui, ça coûte moins cher tout ça. Donc le problème, c'est en fait que coûte une vie humaine, que coûte une vie humaine d'un schizophrène, que voilà, il faut rompre avec cet utilitarisme parce que c'est ça, moi, le grand reproche que je formule à l'encontre des gens qui n'ont de cesse de nous dire que la mauvaise santé mentale coûte cher, que c'est 3 à 4% du PIB, etc. C'est d'imposer l'idée en fait que notre vie vaut à l'aune de ce qu'on rapporte en compétitivité à la nation, quoi. C'est-à-dire que si on a une bonne ressource économique valorisable et si on arrive à se remettre au travail, bah là on vaut quelque chose. Bah non, moi je suis désolé, on n'a pas à discriminer les valeurs humaines en fonction de est-ce qu'elles sont productives ou pas. Vous voyez, c'est ça vraiment le point éthique qu'il faudrait qu'on arrive à soulever. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de vivre correctement, quel que soit son niveau de problématique psychique, quoi, et quel que soit son niveau de précarité, d'addiction, de tout ce que vous voulez, de marge. C'est ça la véritable question, en fait. C'est un peu ce que Bonafé disait, c'est on jauge du degré d'une civilisation d'une société à la façon dont elle juge ses marges, ses fous, ses déviants, etc. En fait, c'est cette question-là qu'il faut remettre au goût du jour, quoi. Bon, eh bien oui, sur ces paroles, je crois que c'est bien le bon moment pour arrêter en vous remerciant infiniment. Oui. Ah oui, alors, voilà, je vais rappeler le titre de votre livre, La révolte de la psychiatrie, de Mathieu Bellassène et Rachel Knackbell, et les ripostes à la catastrophe gestionnaire. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.